Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Toutou, Mathieu, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-vous qu'en une demi-saison, on a réussi à grand remplacer tous les anciens. Là, il n'y a que des newbies à cette table. Attendez, moi je suis quand même là depuis la saison dernière quand même. Non, mais t'inquiète, t'es avec nous. Puis de toute façon, maintenant c'est notre émission, on peut faire ce qu'on veut, regarde, genre. Bouillabadoum. Vous êtes... C'est quoi ça? Vous êtes qui, vous? Bah, c'est Comics Podcast. Cast. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ah, Coucou à toutes et à tous et bonne année 2026. Meilleurs vœux. Vous êtes meilleurs vœux. Vous êtes à l'écoute du 256e épisode de Comics Podcast, votre podcast favori dédié aux comics, à la bande dessinée américaine et à leurs univers foisonnants. Je suis Ktuktu et j'ai l'honneur de présenter la première émission de cette nouvelle année et je ne suis pas seul car autour de la table je suis entouré par 3 formidables camarades qui sont en pleine forme pour vous parler de comics. Tout d'abord le daron du jour, Mathieu. Ouais, Ça va? ça va super. Qu'est-ce que tu as lu pendant notre pause hivernale? Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu pour préparer l'émission déjà, et puis j'ai lu quoi d'autre? Je sais même plus. Non, Tu étais trop occupé sous le sapin. Ouais. Non, si, j'ai lu Guilt Frames de Matt Kindt, qui est un de mes auteurs préférés. Ok, cool. Et ça m'avait été offert par ce cher Gigos qui m'avait ramené les 3 issues. Et pour la petite anecdote, c'est un comics qui a été chroniqué dans ma toute première émission. Il y a déjà 6 mois presque. Ouais, Gigos, il t'a fait un beau cadeau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et il s'est touché juste avec ses cadeaux, il est fort. Et tu vas nous parler de quoi? Tu vas nous teaser un peu de quoi tu vas parler? Je vais vous parler du Japon. Du Japon. Ok, très bien. Et je vous expliquerai pourquoi après. Ouais, parce que même moi qui sais le programme, je vois pas le lien. C'est normal. Je me tourne à mes côtés sur Side. salut. Ça va? Ouais, toi. Ouais, super. Alors, t'as lu quoi pendant les fêtes? Alors, j'ai lu la BD que j'allais offrir à mon beau-père. C'est une très bonne idée. Ouais. Moi aussi, je lis les trucs avant de les offrir. Ouais, et comme ça, tu vois, tu peux te dire qu'est-ce que j'ai envie de lire, et comme ça devient un cadeau, tu vois. Ouais. C'est Infinite BD Glitch. Et forcément, j'ai lu pour préparer l'émission. Ouais. Tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler. C'est une bonne question, j'ai oublié ma chronique. Non, je rigole, je vais parler d'un truc de white trash américain. Ça va être formidable et fort dégueulasse aussi. C'est bien parce que vraiment, si la personne n'a pas lu, l'auditeur ou l'auditrice n'a pas lu le programme, elle ne sait pas de quoi on parle. C'est très bien. Et maintenant, je vais me tourner sur notre 3e chroniqueur qui est tout nouveau. Salut Bonsoir. Nate. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Bah, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es pour que nos auditeurs puissent apprendre à te connaître? Ouais, je suis une mythe en pull-over pour ceux qui ont la référence. Non, plus sérieusement, moi c'est Nate en fait. Et j'ai 34 ans. Ouais, c'est ça. Jeune, quoi. Ah, merci. Et en fait, le truc, c'est que je suis fan d'univers geek depuis tout gamin. Depuis le choc initial qui a été la série Batman, la série animée. Je pense que, les minicums, tout ça. Et puis après, les univers geeks. Comme 80% des chroniqueurs de comics. Ouais, je pense que pour avoir suivi un peu depuis les débuts, c'était à peu près ça. Puis après, ça a été les mangas, le jeu de rôle, etc. Puis maintenant... Enfin, Comics Outcast, je suis très très content et très très fier d'avoir rejoint le roster cette année. On est très content de t'avoir aussi. Et du coup, tu vas nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous parler de... on va rester un peu dans l'ambiance white trash. Sauf que moi, je vais vous parler de Supernatural en beaucoup plus violent. Très bien. C'est vraiment bien. Vraiment, vos teasings sont les meilleurs pitchs. Hein. Vraiment, Je sais s'il y a pas un ce que c'est, communicant Supernatural. qui nous écoute, et il faut qu'il nous embauche. Je sais pas ce que c'est Supernatural. Une série où en fait t'as 2 frangins qui, en gros c'est encore plus pitché, 2 frangins qui traquent les démons, les fantômes aux USA et la particularité en fait c'est que quand ils se présentent, par exemple, il y a toujours ils ont des fausses cartes de FBI ou de flics. Sam. C'est toujours Sam et Dean, ouais. Et en fait le truc c'est que les mecs se présentent en mode bonjour, Roger Waters, agent du FBI.
Mais Roger Waters, c'est un mec des Pink Floyd. Un mec des Pink Floyd. Okay, et c'est t'as que des trucs comme ça. T'as un épisode, je crois que le Scooby-Doo, je crois. Je vois le parallèle du coup. Voilà. Ouais, parce que c'est une série qui a duré au moins, qui est toujours en cours techniquement, je crois qu'il y a 15 saisons, voire plus, qui était très très à la mode à l'époque sur Tumblr, avec Sherlock et Doctor Who. Ça y est, parce que tout le monde est beau. C'est vraiment sur la chaîne de télé où tout le monde qui doit apparaître doit être absolument BG. Même les zombies sont beaux. Ouais. Eh bien, on a complètement dérivé, mais c'est pas grave. Déjà, avant qu'on commence, moi je voudrais remercier le Studio 17. Merci le Studio 17. Qui héberge toujours en 2026. On a beaucoup de chance. Donc j'en profite pour leur souhaiter une très belle année 2026, pleine de réussite dans tous leurs fantastiques projets. Et évidemment, on ne peut que vous conseiller de jeter un œil à tout ce qu'ils produisent. Voilà. On va pouvoir commencer. Donc je vous rappelle le conducteur. On a d'abord les reviews. On termine par un focus. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une très belle surprise à vous annoncer en fin d'émission. Comics Podcast 256. Allons-y. Ok, c'est parti pour la première partie avec les revues de la semaine. Je vous rappelle le principe, chaque chroniqueur choisit une série en cours, dont au moins les 3 premiers fascicules sont sortis. Tout le monde les lit, sauf moi, qui était trop occupé à décuver du nouvel an. Parce que la trentaine, c'est quand même vachement dur en ce moment. Et on parle tous ensemble de ces comics. L'objectif, c'est de vous présenter ces séries récentes et de vous encourager potentiellement à les lire ou de passer votre chemin. Et on s'est dit, on va commencer direct par le petit nouveau. C'est l'appel du feu. Allez. Nate, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de Gunpowder Prophet. Ok. Ouais, c'est parti. Fais-nous le pitch. Ok. Ladies and gentlemen, auditoris, est-ce que vous aimez les histoires où les héros vont sauver les gens dans la mouise ? Oui. Non. Pas tous en même temps. Calmez-vous, ça va bien se passer. Défendre la veuve et l'orphelin. Ouais, alors attends, parce que franchement, c'est pas moi. C'est pas mal non plus. Moi aussi, ça tombe bien, car dans Gunpowder Prophet, nous allons suivre Huck, pas celui de Millard, et Marley, qui, dans leur boulot, consistant à aider les personnes aux prises avec des forces surnaturelles, le font avec autant de finesse que du gros sel et la discrétion d'un réveil matin à plein volume. Le tout dans une ambiance 70s du meilleur goût. L'un ressemble à un croisement entre Hulk et le Punisher. Hulk, ouais. On accepte toutes les propositions. Ouais. L'autre a la dégaine de Michael Caine dans L'homme qui voulut être roi. Vous voyez le côté blond, etc. Michael Caine jeune. Alfred dans. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais. Avec des lunettes d'aviateur. Ouais, il y a le côté Bayou en plus. Donc veste en jean, ceinture à grosse boucle. À peine sorti d'un job où nos 2 compères devaient expliquer à coups de hache et de chevrotine que kidnapper des gosses pour les bouffer, ce n'est pas convenable, même si on est cannibale, ils sont engagés par Madame Argento. Vous voyez la référence aussi ? Ah, Dario. Non, ouais, bien, exact. D'ailleurs, Argento, qui leur explique que son gredin d'ex-mari, dirigeant de secte occulte, fan de sacrifices humains, séquestre leur fille pour obtenir de puissants pouvoirs. Vont-ils y arriver ? Qui est ce mystérieux conducteur de camion qui poursuit nos héros ? Un zombie à moto. On peut dire que c'est un zombiker. J'aime beaucoup. Pour le découvrir, il faut lire Gunpowder Prophet. Gunpowder Prophet, c'est bien si vous voulez lire une bonne série B façon Supernatural. En plus gore, avec des méchants très méchants et des gentils un peu méchants, mais au fond très gentils. Certes, ça ne brille pas par ses dialogues, même si on ressent bien la relation d'amitié entre les 2 héros qui passent leur temps à se balancer des scuds, en même temps qu'ils refont la dentition d'un méchant à coups de canoncier. Mais plus pour ses scènes d'action et ses références assumées à la pop culture. J'ai parlé de Supernatural. Ça vous parle ? Ouais. Ok. Maintenant, oui, vous m'avez expliqué. Mais vous avez aussi, dans les choux numéro 3, vous avez Assaut. Je crois que c'est Carpenter qui l'a réalisé. Vous savez, Assaut, où vous avez une case où vous avez, à mon sens, un hommage à Ghost Rider. Vous avez un biker avec une roue en flamme devant le comico qui est quand même vachement bien stylisé. Côté dessin, on n'est pas en reste non plus. Les scènes de combat et de poursuite sont très dynamiques et bien cadrées. On sent que Madame Piazzalunga veut que le lecteur ressente que quand un héros tire ou met une mandale, le héros il tire ou il met une mandale en fait. Voilà, les vitres elles explosent. C'est bien gorasse, on va pas se mentir. Tiens, j'ai des exemples en plus. Vous avez le crochet par exemple du biker qui casse la vitre de la voiture. Et après il y a Huck qui renverse 2 motards. Je sais que c'est pas très radiophonique, mais vous avez des motards qui un bras par-ci, le restant du corps par là, la moto un peu plus à gauche. Ça m'a fait le même effet que dans Absolute Batman quand vous avez Bruce Wayne
vous voyez vraiment, vous avez je crois que c'est pas encore sorti par Urban, mais vous avez plein de suprémacistes blancs et il y en a un qui va taper son salut. Désolé. Salut Romain. Salut Ouais, Romain. salut Romain, ouais. Merci. Ouais, son salut à la Elon Musk. Batman qui lui chope le bras et qui lui explose le bras dans cette case. Moi, j'adore Ouais, c'était dans le Absolute Batman Special, Ouais. Annual Special, qui était dessiné par Daniel Warren Johnson. Voilà. Ouais. Et Daniel Warren Johnson dans les scènes de baston. Je commence à avoir des refs. Hein. Ouais, Putain, mais le c'est mec cool. est calé, quoi. Ouais. Et Daniel Warren Johnson dans ce genre de scène, il exprime tout son potentiel. Il a fait aussi un dessin récemment de Batman qui fait une clé à un mec de la ICE. Voilà. Oui. Non, mais. Bah, on est plutôt d'accord avec lui. Bref, c'est un bon buddy on revient un peu à Gunpowder Prophet. C'est un bon buddy comics qui est à lire pour vraiment ce qu'il est, sans prise de tête. Et après une grosse journée, des fois, on a envie de rien d'autre. Effectivement. Donc, Exactement. très bien. Donc, en tout cas, ça t'a beaucoup plu. Moi, j'ai bien aimé parce que, effectivement, contrairement à vous, messieurs, dames, je ne parle pas la langue de Shakespeare comme je le voudrais. Non, mais nous non plus. Hein. Donc, peu de texte, mais j'ai bien aimé le côté shérif, fais-moi peur, supernatural. Vous mettez ça dans un shaker, vous servez très très tiède avec, avec un peu de poudre noire et ça y est, ça part. Et effectivement, j'aime bien la relation entre les deux. Genre dans je crois que c'est la première issue, c'est non mais vous savez madame, vous voyez Huck qui est attaché devant un four, donc on sait très bien qu'il va y passer. Et puis il fait, vous savez madame, on n'a pas, vous n'avez pas forcément à faire ça. Puis et l'autre elle l'insulte, elle lui écoute quand mes fils vont te retrouver. Et puis vous entendez un mec qui tape à la porte et il fait ah je crois que c'est vos fils. Et en fait c'est Marley qui arrive avec deux têtes dans les mains. Ouais. deux têtes coupées sous le bras et une chevrotine. Il fait bah alors qu'est-ce que tu fous, t'en mets du temps. Et ça vraiment, enfin moi ça me fait vraiment rire quoi, le côté buddy movie que je retrouve un peu qu'il y avait un peu dans The Goon avec Frankie et le Goon, sauf que là c'est vraiment autant The Goon est plus triste dans sa manière d'amener les personnages après. Là j'attends vraiment impatiemment de voir la suite. Bah, on sent qu'il y a un gros background en fait entre les deux persos et qu'on arrive à un moment de leur relation où les gars se connaissent par cœur et ils se vannent en permanence, c'est trop bien. Truc en mix entre Bud Spencer et Terence Hill, tu vois, mais en plus énervé quoi. Ouais, ça a l'air. Ouais. Mathieu, t'en as pensé Et quoi, alors moi, bah déjà, c'est pas tous les jours qu'on parle d'un comics de chez Mad Cave, parce que faut le dire, c'est quand même édité chez Mad Cave. J'ai oublié de le dire, c'est chez Mad Cave. C'est cool, moi je trouve, de varier un peu les éditeurs. C'est plus original que de parler de Batman, franchement. Non ? Ouais, non, Ouais, franchement. D'accord. Quelle idée de parler de Batman. Heureusement qu'on parle pas de Batman dans cette ma blague émission. aurait plus marché si j'avais commencé, enfin, si j'avais déjà parlé de Batman. Voilà. Donc là, moi je trouve qu'on est sur un comics hyper pulp avec notamment le traitement des dessins et des couleurs. Moi, je trouve le orange et le vert c'est ça. qui se mélangent bien et pas bien en même temps et du coup ça t'agresse les yeux. Moi je trouve qu'il y a, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté moi j'aime bien le filtre qui est mis sur ces dessins et puis alors je suis pas très fort en analyse de dessin et tout, mais là, les couleurs collent hyper bien avec le sujet. Il y a un côté un peu crado dans le. Ouais, carrément. Exactement. T'as un côté un peu. Mais volontaire. Un peu Grindhouse, tu vois. Les vieux films. Mais bien sûr. Il y a un côté vraiment rétro en fait et ça colle parfaitement. Ça me fait penser un peu au film. Alors je sais pas si vous l'avez vu, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Ouais. Pas du tout. Pour moi, c'est quasiment le film en comics, quoi. Enfin, dans une petite ville avec les flics qui sont complètement dépassés. J'ai vu ce parallèle-là. Moi, j'adore les interactions en fait entre les personnages, la dynamique entre le duo et cette dynamique du coup qui est totalement bouleversée par l'arrivée d'un troisième personnage. Ouais, la petite America Argento, qui est hyper bien et tout, qui est hyper. Enfin voilà, elle rentre dedans et tout, elle est vachement marrante. Il y a 2-3 scènes où genre je crois que c'est dans l'issue numéro 2 où en fait ils sont poursuivis par des bikers et les mecs disent
franchement, on lui donnerait pas un flingue à America. Les gars, ok, d'accord, on en est là, pas de souci. Mais il lui donne finalement. Et il lui donne un flingue en bien plus. sûr. Donc, non, moi c'est du gore hyper réjouissant à lire. Moi j'aime bien effectivement l'horreur, mais là c'est du gore drôle quoi, et fun quoi. C'est tellement outrancier quoi que ça va tellement loin dans la violence que c'en est drôle. J'aime beaucoup l'ambiance fin 60 début 70 voilà, personnellement ça me fait penser un peu alors pareil au roman de Hunter Thompson qui serait mixé avec un film de Robert Rodriguez en fait voilà t'as un petit côté Hells Angels contre les vampires je crois je sais plus combien de Carpenter encore je crois je sais plus oui je sais plus Lux serait là, elle nous le dirait, cette fan de Carpenter. Donc moi, pour le coup, c'est une super bonne surprise. Et puis, j'irais... Alors par contre, je sais pas, j'ai pas regardé si c'était ça se termine en combien de d'issues si c'était une mini-série ou une... bonne question. Alors, je pense pas je dirais un truc en 5 mois. Je pense pas que le concept tienne sur 40 volumes. Non. Mais vous savez quoi ? Moi, je vais chercher. Et en attendant, je vais demander à Saïd quel est son avis. Eh bah écoute, si on m'avait dit tu vas voir, tu vas kiffer regarder Jeffrey Dahmer et Wolverine partir en road trip. C'est ça, c'est à ça qui me fait penser à Jeffrey Dahmer. Et l'autre, il me fait penser à référence de jeune ou de vieux, je sais pas, mais il me fait penser à Java dans Martin Mystère. Ouais, exactement, l'homme des cavernes. C'est ça, Je sais pas ce que tu parles. Je t'en parlerai. À la base, ça vient d'un comics. C'est vrai, ok. Mais c'était un dessin animé où t'as un gamin avec un ado avec une veste, une chemise hawaïenne de feu qui étudie des trucs aliens, etc. Bref, pardon, je t'ai coupé, Saïd. Vas-y. Oui, du coup, je disais qui partent en road trip. Alors, j'ai pas pu m'en empêcher. Oui, le traitement des couleurs me fait vraiment bondir. Saliver, j'allais dire. Okay, j'avais envie de lécher mon écran téléphone, ce qui ne faites jamais ça d'ailleurs, c'est dégueulasse. Mais comment tu le sais je donne des conseils hygiène quand même. Pensez à prendre des douches et à vous laver les dents 2 fois par jour d'ailleurs. Lavez-vous les mains. Effectivement. Moi, les couleurs me font penser à de la crème d'amande. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai l'impression que c'est de la crème d'amande. C'est en plus un peu de saison parce que c'est la galette des rois, mais voilà. Pardon, je t'ai coupé pour dire n'importe quoi. Oui, justement, le mauvais goût du mélange verdâtre et orangeâtre qui marche très très bien. Niveau du dessin, moi j'aime bien ce rendu un peu... Je suis pas sûr que ce soit du pinceau, mais je pense que c'est du feutre pinceau. Et avec des gros moments de grosses trames un peu à la manga, genre juste des bonnes lignes droites. Je kiffe le découpage, j'avoue que du coup les scènes de voiture marchent super bien. Ouais, les véhicules sont... Enfin, c'est le côté Gundam, Mecha, mais les bagnoles et les motos, le mec a un trait incroyable quoi. C'est vraiment super bien rendu et écoutez moi j'adore le pulp donc forcément voir des gens défourailler des satanistes et des bikers ça me fait toujours un peu plaisir. J'attends le punk, le hooligan et le nazi zombie parce qu'il y a déjà eu des zombies. Ça c'est mon call pour les prochains ennemis. Mais je ne suis pas sûr que ça arrive et sinon j'espère un volume 2, moi ça défouraille. Je pense que les mecs ils vont nous sortir un truc un truc à la Lovecraft avec des tentacules, des machins. Moi j'ai beaucoup, pour revenir sur ce que tu disais Mathieu, sur la relation entre les persos, les mecs à un moment disent on la livre à sa mère et la gamine elle fait alors avant toute chose vous allez livrer une enfant d'un couple d'occultistes qui a monté une secte et ma mère s'est littéralement barrée lorsque la secte est devenue, je cite, trop dangereuse. Et vous allez me ramener à ma mère. Et là, il y a les deux héros qui se regardent, qui disent ouais, franchement, elle marque un point. Et il y a Marley le plus costaud qui fait ouais, mais tu sais, on a des factures à payer. Et je suis ok, d'accord, bon, il n'y a plus. Ramenons l'enfant à sa. Ils sont pragmatiques, c'est déjà ça. Mais écoute, on a tous des factures à payer là-dedans, il n'y a pas de souci. Ok, top. En tout cas, je vois que vous êtes tous unanimes. Et humaniste. Non, pas moi. Non, okay. Pas humaniste, non. Ça, t'as le droit. Mais avec un goût certain pour les couleurs. Et ça, c'est cool.
Et donc si je vous résume un peu, une bonne dynamique de personnages pour un comics bien pulp, bien gore comme on aime quand c'est fun et que ça défouraille. Franchement, si t'as 16 piges, ça doit être le summum des comics que tu peux lire, je pense. Quand t'aimes le gore comme un collégien et que tu dessines le sang en rouge avec ton petit stylo bic, franchement... c'est une expérience que je ressens à travers ce Gunpowder Profile. Après, je vous cache pas que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lire, et je me mets une BO. Et donc la BO, c'est vraiment du Johnny Cash, et surtout dans l'issue 2, c'est Black Betty à fond la caisse. Et mais la version, je crois que c'est Spider-Bolt Spider-Bait, merci, qui la chante. Et je me dis vas-y, et tu reviens en avant, tu tournes des pages, tu reviens en arrière et tout, tu prends ton temps pour le lire, et au moment où je sais pas, où t'as un riff de guitare ou un son de caisse claire qui impacte, c'est la bagnole qui renverse les motards, etc. Bref, il y a lisez des comics, on n'arrête pas de vous le dire depuis si ce n'est des années, quoi. Et du coup, c'est en 5 issues. Ok. Donc c'est bientôt terminé. C'est cool. Et comptez sur nous pour les lire, en fait. Ouais. Une dernière chose à dire ? Non ? Non. Et on enchaîne avec toi, Mathieu. Avec moi, ok. Oui, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. Donc pourquoi je suis surpris ? Tu veux nous parler de quoi ? Moi je vais vous parler d'un truc hyper original dont on parle pas souvent. Je vais vous parler de Batman. Waouh. Voilà. Mais Batman. Tout à l'heure c'était une blague de Tchekhov que tu nous as fait. C'est ça, ouais. Voilà. Maintenant vous avez la ref. Une question très vite fait, vu que toi et moi on a à peu près le même problème. Si je te raconte une blague et que tu rigoles, est-ce que ça fait un chauve-souris ? Est-ce que le chauve-souris, pardon ? Et j'ai le même problème. Oui, j'ai le même problème. C'est ça, pour quelqu'un dont le pseudo c'est Nate, j'en vois pas beaucoup. C'était une blague sur les nattes. Ok. Bien. Allez, elle était capillotractée, celle-là. Elle est géniale. Elle est tirée par impeccable. Les cheveux, c'est vrai. Ouais. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Mais je peux faire ma chronique ou continuer les blagues ? Les blagues sur les chauves ? Ouais, je pense que c'est dommage, c'est pas un comics sur Lex Luthor. Donc voilà, je vais vous parler de Batman, mais pas n'importe quel Batman. Une relance de Batman au numéro 1. Chose qui est arrivée seulement 4 fois dans l'histoire de Batman. Effectivement. Il y a eu la création du personnage en 1939, 40, je sais plus. J'aurais pu préparer ça, mais non. Le volume 2, c'est le New 52, donc c'est ça. 2011 Snyder. Ouais. Et 2016 Tom King avec Rebirth. Et 2021 Tanyon Ford, voilà, en fait ça disons que les relances s'accélèrent un peu dernièrement. Il me semble que Tanyon Ford c'était pas une relance, c'était juste la suite. Ah ok, peut-être que je dis n'importe quoi. J'ai des très mauvaises infos, faut le savoir. Faut le savoir, je prépare pas mes chroniques et j'ai des très mauvaises infos. C'est pour ça qu'elles sont excellentes tes chroniques. C'est vrai. Et il y a rien de plus drôle qu'une fake news. Hein. Regardez Trump, il est trop drôle. C'est vrai qu'il est assez marrant. Donc voilà, donc c'est une relance. Bon allez, je vais commencer quand même. C'est une relance par Matt Fraction et Jorge Jiménez. Donc Matt Fraction, il est connu pour son run incroyable. Je vous le prête quand vous voulez. Sur Hawkeye avec David Ara, qui est génial, qui est juste moi dans mon top 10 des comics. Qui a fortement inspiré la série Marvel. Ouais, ils s'en sont mal inspirés, mais oui, ils sont partis de ça, malheureusement. C'est génial. Enfin, vraiment, on peut pas dire plus d'autres. Enfin, c'est une issue avec un chien. Où tu suis la pensée du chien avec les. C'est ça. Et puis t'as les issues aussi où il est sourd, donc il parle en geste et à la fin t'as le glossaire avec les gestes pour comprendre l'issue. Enfin, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Donc là, c'est lui qui reprend Batman. Et Jorge Jiménez, lui, il est sur Batman depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire qu'il a été, il me semble. Il était avec Tanyon Ford. Il était sur Joker War. Il a fait vraiment. Ça fait une petite dizaine d'années qu'il est très sur le personnage, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le dessinateur attitré, c'est à lui qu'on cherche quand on n'a pas d'idée. Et son trait ressemble pas mal à celui de Capullo aussi. Capullo. C'est vrai. Il a pas mal de séries à son actif, surtout sur Batman, quoi. Enfin,
Après, c'était Ouais, peut-être bah, une volonté, avec Zdarsky aussi d'ailleurs. avec Zdarsky aussi, Sur voilà, Dark City, exactement. ouais. Tu vois une certaine continuité de maintenant qu'on a trouvé notre dessinateur sur Batman, on va. Mais moi je trouve ça plutôt chouette parce qu'en plus il fait un taf très correct. Donc, c'est vrai. donc voilà, bah, alors de quoi ça. Et du coup, ça parle de quoi voilà, ce nouveau Batman? Oui, parce que c'est long. Hein. L'histoire elle débute donc avec quelques nouveautés par rapport à ce qu'on connaît, par rapport au lore habituel de Batman. Donc Gordon, il est plus commissaire parce qu'il y avait eu. C'est au moment d'Infinite, je crois, il y a eu le sérum du Joker. Enfin bref, il est parti en vadrouille aux trousses du Joker et finalement il s'est retrouvé dégradé. Il se retrouve simple policier. Il est dans la rue, il patrouille quoi. C'est de la circulation. Voilà. Ouais. Ça a l'air de plutôt lui plaire. Et le nouveau commissaire, c'est Vandal Savage, donc qui est un méchant assez connu de DC. Enfin assez connu, non. Pas spécialement connu. Moi je le connais pas. C'est un gars plutôt qui a été un antagoniste de Flash et de Green Lantern majoritairement. Okay. C'est un espèce d'immortel en fait qui met en place des manipulations sur des centaines d'années puisqu'il est immortel en fait, donc il peut manipuler les populations sur vraiment très longtemps en fait. Ah ouais, c'est pas juste un gars costaud. Non, c'est pas juste un gros bourrin et tout, c'est un mec qui est très intelligent et qui met son intelligence au service. Une sorte d'éminence grise qui manipule tout le monde dans l'ombre et tout. Ouais. Okay. Voilà, donc c'est lui qui se retrouve commissaire, c'est assez curieux de le retrouver là. Et donc voilà, je tourne la page. Oh là là. Donc voilà, il se retrouve à la tête du GCPD. Alfred, il est toujours mort. Voilà, parce que ouais, Alfred est mort au moment de Tom King. Je crois que Bane lui pète le cou. Brise la nuque parce que Damian est arrivé dans Gotham. Et donc voilà, pas cool. Mais il apparaît en fait tout au long du comics à Batman, mais pas comme un hologramme ni une IA, en fait comme une espèce de sorte de conscience, de voix intérieure. Moi j'avais compris que c'était un peu à la Jarvis pour Iron Man. Je crois qu'il y a que lui qui le voit. Il me semble que c'est dans. Alors peut-être que où j'ai pas compris. Moi aussi, je l'ai lu aussi et j'avais l'impression que c'était plutôt un. Qu'il l'a transformé en IA consciente. Ok. Bah merde, alors ça foire toute ma. Non mais peut-être que t'as raison. Hein, moi je voyais ça comme vraiment une voix intérieure, une espèce de conscience qui le questionne. Peut-être que je me gourre. Non mais c'est peut-être. En vrai, je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce soit dans sa tête, que ce soit une IA, parce que je trouvais ça glauque. Du coup. En mode le dernier traumatisme qui le poursuit jusqu'au bout. Non, mais c'est super. Quand tu vois le personnage, c'est sûr et certain. Enfin, moi, je me rappelle de la case de Tom King où il hurle littéralement dans le manoir. Ah ouais. Attends, et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus ils l'ont pas ramené, tu vois, parce que Tom King, ça fait déjà peut-être une dizaine d'années, le facile. Bien fait. Donc c'est assez chouette qu'il reste sur ce truc-là, qu'il revienne pas en arrière en disant tiens on l'a ramené, je sais pas comment. Donc sur les 3 premières issues, on a plutôt affaire à un Batman du quotidien en fait qui gère les petits malfrats, des petites embrouilles à droite à gauche, mais enfin pour une fois aucun malfrat malfrat 3 fois malfrat 4 fois. Aucun de ces gars-là semble travailler pour un super vilain. Ça a l'air d'être un peu des trucs random un peu et donc ça nous donne des numéros en fait presque autocontenus en fait où il n'y a pas spécialement de fil rouge. Il y a un petit fil rouge qui se met en place assez lentement, mais c'est assez chouette moi je trouve pour rentrer dedans. C'est que on a déjà pour les nouveaux lecteurs, parce que c'est un numéro 1, c'est important, c'est hyper facile de se mettre dedans. Il y a pas, franchement moi j'avais arrêté de suivre Batman vraiment assidûment depuis un petit bout de temps et pas paumé du tout quoi. Enfin, moi c'est la fin de Tom King justement. Ouais, tu vois, donc t'as raté quand même pas mal de runs et tout et t'es pas perdu dans le truc quoi. Pour le coup c'était assez simple de rentrer dedans. Mais bon, ça, je vais peut-être venir un peu plus sur mon avis en détail. Ok, bon. Tu me diras. Du coup, Mathieu. Ensuite, donc il y a un petit fil rouge qui se met en place et qui ressort une question un peu, c'est et si finalement Gotham avait plus vraiment besoin de Batman en fait et qu'il était que son rôle était plus indispensable parce que finalement ces petits malfrats, la police elle peut s'en charger assez facilement puisque c'est pas des gars cosmiques ou c'est pas des mecs avec des super puissances. La nouvelle police que. Oui voilà, oui parce que oui effectivement Vandal Savage il met en place évidemment une sorte de Ice, je pense que le parallèle il est assez très clairement tu vois que les mecs sont
c'est une force c'est même plus des flics, c'est même plus la police, c'est des mercenaires. Il le parle en plus, je crois qu'il dit que c'est le nouveau groupe tactique. Voilà, il y a pas d'ambiguïté quoi. Donc du coup, hormis les personnages que j'ai déjà cités, on retrouve aussi Tim Drake en Red Robin et Damian Wayne, toujours aussi sombre et envieux, qu'on sent qu'il est vénère, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec lui d'ailleurs. Du coup, et autre personnage hyper important, c'est Gotham pour le coup. Ouais. Moi je trouve qu'on a rarement vu Gotham comme ça, qui est plus, on n'a plus le côté sombre qu'on avait dans les dernières runs où vraiment c'était terrible. On a l'impression qu'il faisait nuit la moitié, les trois quarts de la journée. Mais Gotham, c'est une éclipse permanente. Mais ouais, et là, je trouve qu'on voit, il y a un petit côté lumineux, c'est presque un peu coloré, c'est vivant. On voit alors je sais pas comment c'est le gentilé de Gotham, c'est les Gothamites, les Gothamoisins. On part sur les Gothamoisins. Les Gothamers. Donc voilà. Donc Gotham sous bois. C'est vachement moins sombre et ça fait vraiment du bien. Moi, je trouve que c'est une des grandes réussites de ce comic, c'est de nous présenter un Batman qui est un peu moins dark que d'habitude. Ouais. Et putain, ça fait du bien quoi. Ça tranche vraiment, je disais, avec les runs d'avant. Et donc voilà, Fraction, je trouve qu'il nous donne un Batman entre tradition et modernité. D'où le Japon de tout à l'heure. Vous l'avez ? Elle est bien. Wow. Donc voilà, j'étais assez content. Donc voilà, avec le côté détective qui prend de l'importance, mais toujours, avec quand même des gadgets hyper technologiques, hyper modernes et tout. Justement, avec des petits schémas parfois dans les cases. Des petits inserts. Des petits inserts où les mecs te disent, c'est. Et ça, c'est très Fraction. Il y avait ça un peu dans Hawkeye aussi. Et donc voilà, et ou qui décrit un peu le gadget dont il va se servir dans la case. Quand il voit, t'as les lunettes, je crois que sa vision nocturne, en fait, où il doit trouver du sang, ou donc je sais pas quoi. Là, en fait, il dit, je crois que c'est Bat-Lunette, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, il y a des noms un peu marrants. Les trucs qui s'affichent, et après, tu vois, la Bat-Lunette a été créée pour machin, et tu fais, ok, d'accord. Et ça, c'est plutôt chouette. Niveau du design, je suis hyper long, je suis désolé. Niveau du design, on retrouve donc un Batman avec un costume gris et bleu, un peu sur la série des. Série des années 60, je pense, la série en live action, là, qui était un peu cheap. Celle avec Adam West. C'est une esthétique aussi. Le costume gris-bleu, c'est Year 2. Ok. Tu le retrouves aussi dans Year 2. Ça a été pendant longtemps le costume type de Batman. Moi, j'aime bien ce retour à ce costume-là, avec en plus des gadgets ultra modernes, une Batmobile qui a l'air totalement ouf aussi, hyper sophistiquée et tout. Niveau des dessins, le mec, on sent qu'il maîtrise le perso à fond, quoi. Enfin, il fait un super travail. C'est plus coloré que d'habitude, ça je l'ai déjà dit. Et je trouve qu'il y a un super travail sur la lumière en fait. Enfin, il y a une scène, notamment un exemple. Il y a une scène où il retrouve Killer Croc dans un. Cette scène-là, elle est vraiment magnifique. C'est hyper émouvant en plus parce que le dialogue entre les deux. Enfin voilà. T'as Killer Croc qui s'inquiète un peu pour Batman en lui disant mais toi parce que Killer Croc se fait ramener dans un institut en fait, psychiatrique. Arkham maintenant est au cœur de Gotham dans une tour immense et après moi aussi c'est pour cette scène là elle est hyper émouvante et donc qui se termine sur Killer Croc qui dit à Batman moi elle va m'aider cette docteur mais toi il y a quelqu'un pour t'aider et tout. Enfin voilà, c'est hyper beau. Et donc, pendant cette scène-là, il y a des espèces de papillons de lumière, comme Cindy Sander. Des petits papillons bleus. Et putain, au niveau des lumières, moi, je sais pas comment les mecs font pour faire ça, pour retranscrire une lumière comme ils font. Je trouve ça sublime. Pour moi, c'est de la magie. C'est vraiment, voilà. Donc moi, c'est complètement le genre de série qui se dit hyper bien, aussi bien pour les habitués que pour les nouveaux. Je vais les continuer. J'étais beaucoup moins chaud sur les ongoing, mais là, il m'a accueilli. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il lui donne Killer Croc à la fin Il lui donne un T-Rex. Il lui donne son. Mais oui. Il donne un petit T-Rex en plastique. Parce qu'il se pose devant un grand T-Rex géant et puis il dit tu sais que moi j'en avais un chez moi comme ça et tout. Il dit t'as dû avoir une grande maison et tout. Enfin, la discussion elle est toute basique mais elle est super émouvante et super touchante. Tu vois que Waylon Jones en fait c'est après un enfant. Ouais, c'est un enfant, il t'explique la psy te dit en fait il a régressé mais au côté animal pour l'apparence mais pour le côté c'est devenu un enfant maintenant c'est un enfant maintenant
Et tu dis, après, je rebondirai sur les autres issues, mais c'est là où maintenant, ça me cueille, en fait. Et je propose de pas du tout te laisser parler, Nate, et de demander à Saïd ce qu'elle a pensé. Je fais des petits twists comme ça. Alors, moi, pour le coup, je suis un peu mitigé. Alors, peut-être on te garde pour la fin. Non, vraiment, vas-y, comme ça fait tu me donnes la parole, je te la prendre juste après. Pardon, je suis désolé. Ok, Macron. Et arrêtez avec la politique, on a dit qu'on faisait trop de politique. Ah oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, pour cette histoire, t'as aussi oublié, il y a un nouveau personnage, il y a une doctoresse dont on parle, qui est présentée vite fait comme un love interest. Alors, pour le coup, mon souci avec le dessin de Jiménez, c'est qu'il dessine les meufs toutes pareilles. J'arrivais pas à savoir si c'était Catwoman ou la dernière sidekick du Joker qu'il a créé, la Punchline. J'étais juste là en mode ok, tous les personnages féminins se ressemblent avec son trait. Mais après, il tient bien Batman. Donc bon, j'espère qu'il va beaucoup dessiner Batman et surtout Batman. Robin aussi. Ouais, et d'ailleurs, moi j'ai kiffé la deuxième issue. Notamment toutes les scènes de Holty avec Robin sont. Ouais, c'est hyper dynamique, c'est trop bien. La scène très très belle. La scène où il est dans la bagnole. Dans le fourgon de police, la bétaillère et tout. En fait, il lui arrive un truc, il est mis dans le fourgon, dans le panier à salade de la police de Gotham. Et en fait, tu vois en fait qu'avec les dodanes, les virages et tout, en fait, il se sert de l'inertie pour mettre des patates ou au moins pour se défendre, quoi. Et ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est en. Alors, ça, si tu me marrais, je crois que c'est en bichromie où tu vois vraiment eux, les personnages sont en noir avec le fourgon et le derrière est rouge, je crois. Alors attends, là je vais regarder dans mon tel si jamais je l'ai cette planche là parce que j'ai dû la sauvegarder, mais là en l'état je peux pas te répondre à 100%. J'essaye de la trouver aussi, mais non, c'est vrai que c'était assez chouette. C'était chaud. Moi vu que je meuble en attendant. Moi, je l'ai lu, ce Batman, avant même de le faire pour l'émission, et ça m'avait pas mal plu. Mais j'avais quand même un souci, c'est que j'étais persuadé que le Batman... en fait, c'était Dick Grayson. Ah ouais. Le Robin. Ah oui, non. Ouais. Et surtout qu'en plus, comme son costume est bleu, je pensais que c'était un rappel à Nightwing. Et du coup, moi, quand t'as... dans la première scène avec Killer Croc, quand il lui dit « Ah, t'as changé de visage », moi j'étais persuadé qu'en mode il était... qu'en fait il parlait de Dick Grayson et que c'est pour ça qu'il avait changé de visage, quoi. J'ai eu cette impression aussi. J'avoue, en plus ça parle... Enfin, toute la première issue parle aussi de à quel point Gotham est en train de changer. Ouais. Et pendant 30 secondes, j'étais là en mode « Attends, est-ce que c'est Bruce Wayne ? Est-ce que c'est Dick Grayson ?» En plus, les mecs ils te mettent des scènes de vie. Ouais, où il apprend à conduire à Damien, je crois, ou à Dick. Non, Dick, à Tim Drake. Non, c'est à Tim Drake. Tim, ouais, voilà. Et en fait, il parle à ses différents fils. Tu vois que la Batcave a changé, que le manoir n'est plus vraiment un manoir, mais plutôt devenu une espèce de oui, il a plus le manoir. Ouais, il n'y a plus de manoir, il y a une sorte d'appart avec un réseau de Batcave à peu près partout. Mais ouais, donc Non, mais ça a changé, mais pas tant que ça. Je trouve que ça aurait peut-être plus changé si ça avait vraiment été Dick qui avait été Batman. Mais bref, là, on a fait une tangente. Saïd, du coup, tu disais. Et je disais que j'étais quand même un peu mitigé. Mais parce que moi, pour le coup, je suis beaucoup moins sensible au Batman vraiment super-héros et surpuissant, du coup. J'avoue, le gimmick des gadgets, je le trouvais intéressant pour rendre le truc réaliste. D'ailleurs, il y a tout un souci de rendre ce Batman qui est censé être vraiment overkill, le plus réaliste possible, que ce soit dans le dessin, dans la gestion de la lumière, justement, le fait que ce soit beaucoup plus en journée et que l'ambiance colorée soit fait de vraiment plein de nuances de gris et de couleurs un peu atténuées par leurs complémentaires. Vraiment, je trouve l'effort d'amener du réalisme vraiment cool, mais c'est moins des récits de Batman qui me touchent, d'autant plus que on va y venir après, mais on a eu un autre
très oui, très bon. évidemment, Web ça a Ouais, il est souffert un peu super la gros, comparaison. et à côté, ça souffre. La comparaison est pas glorieuse. Ouais, mais il faut pas les prendre pareil, c'est pas du tout le même genre de série. T'as une série, une maxi-série, on va dire, et une ongoing, c'est enfin. Ouais, je me doute. Ouais, mais en vrai, ça m'a relancé aussi. Genre, j'ai un peu envie de rattraper du coup les quelques arcs que j'ai loupés. Et pour un premier numéro, enfin pour une relance plutôt, genre les 3 premières issues, je trouve que ça tient la route. C'est juste, j'ai pas été accroché sur les 3 premières et là j'en suis à la 5e et en vrai Ah bah quand même, ouais. oui mais ça demande de m'investir Ok. Et tu penses que alors du coup ça se développe un peu pour l'instant, alors là j'ai pas encore lu la 5e. Dans la 4e on nous présente un nouvel antagoniste. Oui, alors j'ai lu la 4e pour le coup, mais pas la 5e. Et la 5e La 5e, moi je l'ai lu et en fait ça se concentre plus sur le nouveau personnage, la doctoresse. Ok, qui la est pas psychiatre. le truc le plus intéressant de la BD, je trouve. Ouais. Et ben je pense on n'est pas à l'abri d'un twist assez prévisible et malvenu concernant ce personnage. Merde, ok, ouais. Ouais. Le 5e issue se termine sur un petit twist, mais c'est pas ce que vous attendez. C'est plus. Il va y avoir des conséquences sur ce qui se passe à la fin. Ok, moi je me suis arrêté à l'issue 3. C'est bien. Non, mais il T'as faut suivre les respecté règles. les règles. Ah c'est ouais, bien. moi on m'a dit t'es nouveau, maintenant tu fais ce qu'on te dit. Ah. Oui, monsieur, pas de souci. Voilà. Du coup, on peut te redonner la parole aussi. Ah, c'est gentil. Merci de t'être tu. Merci Ouais. beaucoup de faire mon taf. Et Heureusement je que suis t'es là là. pour remplacer tout le monde. La prochaine émission, Le je grand suis toute remplacement. seule. Je suis tellement folle, je peux faire 4 voix. La prochaine émission, c'est Side, et à ses côtés, Side. Du coup, Nate, Alors moi, j'ai bien aimé ce Batman, mais surtout pour ses méchants. Parce que je trouve que maintenant, dans les comics Batman, on a plus des méchants qui sont méchants parce que il faut absolument un Monster of the Week sur lequel taper. On a des méchants construits. Je rebondis sur ce que disait Mathieu sur le Killer Croc. Moi, au début, je pensais que c'était Swamp Thing qui débarquait comme ça en pleine lumière. Je dis, putain, il est sympa Swamp Thing en fait. Et en fait, non, c'est absolument pas Swamp Thing, Nate, donc arrête. Et dans une autre issue, on voit, je crois que c'est Anarchy, un petit punk avec une batte de baseball qui dit vas-y, on va tout cramer. Mais là où ça m'a saisi, c'est sur le personnage d'Edward Nygma. Où en fait, on voit Edward Nygma qui. On nous explique au début qu'en fait il y a un nouveau casque qui est créé par les savants psychiatres d'Arkham. C'est la psychiatre, Ouais. justement, c'est le nouveau personnage. Voilà. Dont j'ai oublié le nom, c'est horrible. Docteur Zeller, non? crois que c'est Yes. ça. c'est ça. Et qui dit écoutez, en fait grâce à ce casque on va pouvoir apaiser des patients atteints de X ou Y pathologie. Et dans la case suivante on voit Edward Nygma qui fracture la porte, qui court comme un dératé vers la salle du projet, qui refracture encore la porte et qui se mange une mandale monumentale par Batman, plaqué au sol. Et le premier truc en fait qu'Edward Nygma dit, encore une fois vous m'arrêtez si je me trompe, c'est tu comprends pas, j'en ai besoin. Et en fait pendant toute la durée où il passe les portails de sécurité, il lance des énigmes, mais pas comme on le connaissait d'avant, pas pour moi il m'a fait penser au Joker du film avec Joaquin Phoenix. Moi En mode névrosé. Ouais, Névrosé de alors, l'énigme. pas névrosé, mais moi quand j'avais vu ce film là, c'était mais en fait il rigole, mais peut-être pas parce qu'il est fou, peut-être parce qu'en fait il a une pathologie qu'on ignore. Je dis mais le twist est bien trouvé. Il y a à peu près ce même twist pour Nygma où en fait il m'a fait un peu de peine quand même, Edouard. Ouais, bien sûr. Sur ouais, le ouais. côté, mais tu comprends pas en fait, j'arrive pas à dormir. Je suis tout le temps en train de créer des énigmes, je suis tout le temps en train de vouloir d'essayer de m'en sortir, j'ai tout perdu, j'arrive pas à avoir un lien social, j'en ai besoin de cette chose. J'ai besoin de ce casque qui va me permettre de redevenir, avec de grosses guillemets, voilà, peut-être normal, quoi, enfin d'avoir une vie au moins qui se rapproche plus de la normalité, quoi. De pouvoir fonctionner correctement. De pouvoir, voilà, exactement, c'est vraiment comme un ordinateur, de pouvoir fonctionner correctement.
Niveau dessin, bon, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans la lumière, dans le. Mais le coloriste aussi, du coup. Je n'ai pas cité le coloriste. Alors le coloriste. On oublie trop souvent les coloristes. Ouais. C'est Moret. Alors son prénom, je suis en train de le chercher. Alors moi j'ai Tomeu de marqué, mais. Tomeu Moret. Toméu. Tomeu. Mais ouais, je pense que c'est surtout ça qui est le plus impressionnant. Les planches du coucher de soleil, qui en a beaucoup, c'est vraiment très 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 beau. Pareil, je rebondis sur ce que disait Saïs, c'est Jiménez qui a un style proche de celui de Capullo. Je trouve qu'en tout cas, quand il dessine Bruce Wayne, j'ai l'impression de voir le Bruce Wayne de Capullo. Et quand il dessine alors attendez, bougez pas, j'essaie de retrouver son Bullock. Ça vous fait pas penser à quelqu'un à tout hasard? Je l'ai pas en tête. Si je vous dis Spawn dans Sam et Twitch, vous vous rappelez de Sam du duo? Non, ça vous parle pas? Un mec assez fort. Et moi, le Bullock de Jiménez, il me fait penser au Sam de Capullo. Et pareil, le bas de signal, on en parle ou pas? Parce que... Ah oui, là, pour le coup, il y a un petit downgrade. Ouais, il y a un petit downgrade sur le truc en fait, où le bas de signal maintenant, c'est quoi? C'est juste un sticker de chauve-souris collé sur une fenêtre, quoi, entre deux persiennes. Ouais, mais ça colle bien avec l'espèce de downfall de Batman, tu vois, qui est plus dans son manoir, qui est dans une espèce de hangar à la con. Enfin, tu vois, il y a un côté, retour au système D et tout. Et effectivement, il y a un porte-clés pour lui dire de venir. Donc, moi, ça m'a conquis. Et je pense le continuer. Alors, parce que je suis un fan de Batman. Dès qu'il y a Batman, je dis, faut absolument que je le lise. Mais pourquoi ne pas continuer? J'espère juste que le commissaire Savage va vraiment... Je connaissais pas, merci Mathieu de m'avoir fait découvrir, je connaissais pas ce vilain là, mais j'espère qu'il va prendre un peu plus d'importance, qu'on va vraiment voir qu'il a des plans, qu'il a vraiment quelque chose de prévu pour Gotham. Oui, il manigance bien comme il faut, quoi. Mais effectivement, on sait pas trop où ça va pour l'instant, quoi. Bon, après, puis quand tu vois encore une fois le groupe tactique, dans l'histoire, c'est ça aussi que j'ai bien. Il présente ce nouveau SWAT aux policiers qui battent le pavé toute la journée, et on voit les interactions sociales mais en fait, nous on est une police de terrain en fait. Vous voulez quoi avec ces mecs-là? Vous voulez mettre le feu à Gotham? Oui. Ouais, non, on est vraiment sur une. Ouais, c'est assez troublant qui est là même. pour détruire tout. Et puis c'est assez troublant comme le parallèle avec l'actualité peut être fait, quoi. Enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est des mecs qui sont en roue libre, qui font ce qu'ils veulent et c'est la merde. C'est ça. Et quand tu vois, c'est du comics qui dénonce. Quand tu vois actuellement que la ICE c'est une espèce de milice. Bon, on avait dit qu'on fait pas de politique. Non, pas de politique dans les comics. Mais quand tu vois le dialogue des policiers de terrain, de la police et face à une force entre guillemets de mercenaires surarmés, on peut faire effectivement un parallèle assez évident avec l'actualité. Ouais. Avec l'actualité, voilà. Très bien. Eh bien, c'est sûr. C'était très long, désolé. Mais non, mais c'était très intéressant. Ça reste. T'inquiète, la mienne sera courte. Et en tout cas, si je résume bien, c'est quand même du bon comics avec quelques. Du côté de Side, quelques réserves, ouais. Mais ça reste, de souvenirs que j'ai. Mathieu, tu n'aimes pas trop les ongoing et pourtant oui, mais là ça fait 2 fois d'affilée où je me fais cueillir, donc c'est plutôt bien. Et donc c'est voilà, en tout cas c'est un bon comics pour commencer Batman si vous en avez envie. Et maintenant, Side, de quoi tu vas nous parler? Eh bien, je vais vous parler de Toxic Crusader, qui est un projet de Matt Borg, accompagné au dessin de Tristan Wright. Il faut savoir que c'est le prolongement d'un projet de Matt Borg, justement, Toxic Avenger, à ne pas confondre avec le musicien qui a collaboré avec Bablé et Orelsan. Voilà. Que d'ailleurs, je confonds avec Disaster Peace. Et qui est un pourfendeur de facho en ce moment sur les réseaux. C'est assez savoureux à suivre. Ouais, c'est très très drôle. Et du coup, Toxic Crusader, on va... comment
comment essayer de résumer ça de manière un peu catchy. Imaginez un truc genre la Justice League, mais qu'avec des héros de série B et super dégueulasse. Genre, j'ai vraiment pas d'autres mots. Ouais, voilà, je vois ta tête Tuk, t'es en train de regarder des images et t'es là en mode... Je vois l'affiche là et t'es choqué. Il y a des personnages qui ont toutes les formes, toutes les couleurs et qui n'ont pas les yeux en face des trous. Exactement. Ou les narines en face du nez. Donc. Ouais, et voilà. En gros, l'histoire part du principe qu'on suit un groupe de héros, mais qui sont des mutants. Pourquoi ils sont devenus mutants ? Parce qu'on a déversé des produits chimiques pas trop loin d'eux. Et on suit un groupe de 5 personnes qui sont un peu stéréotypés pour certains, mais qui sont très touchants. Et surtout, alors, vous allez mettre les yeux dessus et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que c'est mal dessiné. Mais pas mal dessiné, c'est bien mal dessiné. Dans le sens où tout le mauvais goût, tous les détails rajoutés servent à rendre disgracieux les persos, et ce qui fait que même des persos humains ont l'air hideux et justement, par effet de comparaison, nos persos mutants tout dégueulasses nous ont l'air quand même d'être beaucoup plus sympathiques et avec un physique beaucoup plus avantageux. Et si les vrais monstres n'étaient pas ceux que l'on croit, c'est ça ? Exactement. Ouais. Encore un comics qui dénonce. Encore un comics incroyable. Surtout que c'est pas seulement bien mal dessiné, c'est aussi intelligemment idiot. Oui, alors je vais faire beaucoup d'oxymores sur cette chronique, j'ai l'impression. Parce que Madbor, du coup, alors c'est super verbeux comme comics, genre vraiment, ça parle beaucoup à chaque issue. Et surtout, ça reprend des moments de vie... pas de vie quotidienne dans le sens où... Bon, je vais rentrer dans le détail, mais dans l'issue 2 ou l'issue 3, il y a un des persos qui se fait racheter sa maison. Le perso en question, c'est le chef de bande. Et ça, c'est un truc qui est vraiment arrivé à plein d'Américains avec la crise des subprimes, où justement, la banque rachète ta maison alors que tu es encore dedans. Et toute l'histoire... montre... Est-ce que vous avez entendu là le son incroyable en fait, parce qu'on a un petit problème Ouais, le mec qui réalise fait n'importe quoi. Donc, non, mais attends, on est une émission semi-professionnelle donc, Pardon Saïd, vas-y. Du coup je disais... avec la crise des subprimes. Ouais voilà, il a racheté la maison, mais même en fait c'est... très intelligent, caché derrière pas mal de trucs rebutants, des trucs qui ont l'air un peu débiles, genre il y a une journaliste conspi. Ouais. Et c'est clairement marqué sur le truc, nos meilleures conspirations. Exactement, et il s'avère que la journaliste conspi, du coup... trouve des trucs à peu près justes et c'est un comics qui dénonce beaucoup dans le sens les méchants c'est des businessmen. Oulala. Alors, c'est des aliens businessmen qui rachètent et revendent des maisons, polluent volontairement parce que, semblerait-il, ça prépare l'arrivée de leur chef suprême qui est un géant mouche de l'espace. Ça terraforme quelque chose. Ils sont envoyés de terraformer la planète à coup de piste toxique, voilà. Et j'ai étrangement beaucoup apprécié. Même... si c'est genre vraiment plein de choses qui est de prime abord genre vous rebute, ça fait partie de ces petites choses genre est-ce que l'intelligence est pas cachée derrière beaucoup de blagues et d'idioties, beaucoup de conneries. Est-ce que l'intelligence ne serait pas cachée derrière la connerie? Ouais voilà. Et est-ce que du coup Comics Podcast serait pas un podcast philosophie en fait? Moi, je vous le dis. On essaye. Moi depuis que je suis là c'est ce que j'essaye, j'essaie de vous parler de Kant mais bon. De quoi? À Kant, t'as essayé de nous parler de Kant? Non, jamais. Vraiment. La ville dans le Calvados, là? Ah non, Kant! Ah ok, pardon, excuse-moi. C'est le seul philosophe que je connais. Waouh! Et du coup, donc ça te plaît, malgré l'esthétique très 90s. Exactement. J'ai pas trop parlé de la couleur, mais c'est des... En fait, tout le comic, c'est sur un teint un peu réduit, mais parce que, en fait,
t'as un personnage bleu, un personnage vert. Il y a littéralement une SDF qui a fusionné avec son chien qui est d'un orange carotte. Ouais. Les Power Rangers, quoi. C'est une version White Trash. Oui, mais les White Trash Rangers. Tu l'as mieux trouvé que moi. En fait, c'est vraiment les Power Rangers de la zone. De la décharge. C'est ça. Ouais, exactement. Et du coup, pour rendre ça quand même moins criard, il y a cette espèce de filtre pastel sur tout le long. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon, alors, vous aurez vraiment les yeux qui saignent. Enfin, j'imaginais ça dessiné par Ed Piscor, par exemple. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible. Dans le premier issue, t'as le mutant avec un gros nez qui utilise qui envoie un jet de mort. C'est terrible. Oui, mais je voulais garder de la surprise. Genre, il y a vraiment des trucs débiles, mais. On dirait qu'il éjecte du beurre de par son nez. quand tu m'as dit, il y a Saïs qui te demande, enfin, on va chroniquer ça. Je prenais un mouchoir parce que je t'ai enrhumé. Je vais, non, mais sérieusement. Oui, la période des fêtes était propice à ça. Hein. Oh là là. Tu tombes malade et tu vois que ta morphe peut servir d'énorme. C'est génial. Très bien. Une dernière chose à dire? Non. Eh ben, très bien. Ah non mais attends, intéressez-vous un peu au travail de Matt Bor. Alors si Toxic Crusader ou Toxic Avenger vous rebute trop, il y a plein de trucs dessinés de manière tout aussi débile. Il y a par exemple Vote Harder, dans lequel on suit 2 policiers, dont un qui a une tête en forme d'emoji caca. Pas mal, ouais. Okay. Chez le même éditeur j'ai pas regardé, j'ai juste vu que c'était le même auteur, c'est lui au dessin aussi. Ok, Mathieu. Ouais, Toxic Crusader, donc quand j'avoue, quand j'ai su ce que tu avais choisi, j'ai fait qu'est-ce qu'elle nous a choisi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, je me suis rappelé que j'avais un vague souvenir du dessin animé des années 90, parce que c'est tiré d'un dessin animé en fait. Ah ouais. Et d'un film série Z des années 80. Qui va être rebooté avec Elijah Wood, ouais. Exactement. Et donc, voilà. Donc, ça vient pas de nulle part, c'est pas sorti du cerveau malade de ce gars. C'est vraiment une espèce de relance de cette licence, quoi. Et moi je vous dis, j'ai vraiment un vague souvenir des gars, quoi, et puis Toxic Avengers par le musicien. Moi j'ai vraiment l'impression d'avoir été jeté dans un monde dans lequel je comprenais absolument rien, où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, j'ai pas compris grand chose. Je trouve que la narration elle est compliquée à suivre avec ces petites histoires de 10 pages à peine là. Ouais, en fait il y a beaucoup trop de texte pour la partie qui est montrée, mais moi je les vois vraiment comme des petits portraits, dans le sens où au début on a un des méchants qui est un gars qui c'est une histoire d'un syndicaliste. Je sais plus si c'est lui qui a été syndiqué ou si c'est son collègue. Ouais. T'as des trucs et qui finit en monstre machin. Et exactement. Cool. Et vraiment, juste à avoir comme ça, plus en mode un personnage qui va te parler d'un truc très spécifique. Ouais, c'est des tout petits trucs sur des petits détails de l'histoire pour nous expliquer un peu le gros truc, quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu verbeux par moment. Enfin. Et alors, c'est le but du truc, mais je trouve que, oui, effectivement, c'est sale. Enfin, le dessin, il est fouillis. Enfin, ça fait penser à un peu du métal hurlant, justement, dans le style, quoi. Moi, ça m'a un peu perdu au niveau du dessin. Et en même temps, j'imagine, la volonté du truc, c'est-à-dire de faire un truc dégueulasse, voilà, pour dénoncer un peu ce que ça a dénoncé. C'est quand même assez marrant. Mais et puis j'ai bien aimé aussi quand la série arrête de vouloir être marrante en fait, et qu'il y a des trucs un peu plus sérieux, plus sérieux, la relation entre les personnages, justement entre celle qui a les champignons. D'ailleurs, tu l'as pas dit, mais ce personnage-là, il s'est volontairement donné une mutation en fait, et qui tombe un peu, enfin qui a une petite histoire avec celui qui a le gros nez là, enfin. Tous les dessins sont hyper grotesques en fait. Oui. C'est vraiment du grotesque dans le sens littéral du terme, quoi. Je pense pas que je lirai la suite, mais j'ai quand même vachement apprécié la proposition, parce que déjà en plus c'est un truc de chez Aoi Comics. Je pense que c'est peut-être la première fois que c'est chroniqué dans l'émission. Aoi Comics,
Il y a... mémoire, ouais. Parce que moi j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient sorti. Effectivement, ils ont fait Billionaire Island qui était sorti en VF. Il y a longtemps. Mais voilà. Je l'ai, c'était chouette. Et c'était plutôt bien. C'était d'ailleurs traduit par Arnaud Kikou de First Print. Ouais. Qui a pas ce bon jour. Exactement. Oui. C'est une série qui sort de l'ordinaire et tout en parlant de sujets quand même hyper actuels, c'est-à-dire la finance. Bien sûr. Alors ça, c'est un peu caricatural sur les bords, je trouve, la façon dont ça traite le sujet. Mais bon, ça fait toujours du bien de dénoncer un peu les trucs. Puis en même temps, la vie devient tellement caricaturale. Ouais, c'est ça. Ils sont pas si loin de la vrai. réalité. T'as un gros passage écologie aussi à un moment. Ouais, tu vois totalement. C'est vraiment un peu quand tu vois l'ancien Marines là qui se transforme en plante, il te fait pas penser à un mec dans Predator? Ouais, un peu. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Lui, il est super ce perso aussi. Tu vois, lui, on dirait vraiment un Marines qui se transforme en hippie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah vas-y, si t'as terminé, vas-y Nate. Moi, j'irai pas beaucoup. Je suis pas sûr que je lirai parce que j'ai plein de trucs à lire, mais bon, c'était quand même assez intéressant, moi je trouve, de me faire un pas de côté sur les trucs qu'on a l'habitude de lire, soit de l'indé, soit du super-héros et tout ça. Moi je trouve ça chouette de proposer d'autres choses, quoi. Voilà, c'était et de l'indé et du super-héros. Ouais, oui, mais qu'à aucune commune mesure avec ce qu'on lit d'habitude, quoi. Enfin, voilà, j'ai fini, pardon. Nate. Moi, ça a été comme mon collègue Mathieu, je vais pas continuer, mais est-ce que vous connaissez un comic qui s'appelle Static X ou X-Static de Mike Aldred? Il a bossé sur du Silver Surfer. Je vois ce que c'est. Ouais. Bah moi le dessin ça me fait penser à ça sur certains trucs. Je sais pas si. C'est dessiné par qui? Michael Allred? Mike Aldred, ouais. Allred ou Aldred? Allred. Moi Allred. Les noms. Oui, d'accord, qui avait fait du Silver Surfer. Voilà, exactement. Ça, ouais. Ok. Oui. Bah moi oui, c'est sur X-Static, ils suivent en fait des mutants, une émission de télé qui suit des mutants et tout, et moi le dessin m'a rappelé ça. Par contre pour revenir sur Toxic Crusader, sur l'issue 1, j'ouvre la première page, je fais ok, qu'est-ce que je suis en train de lire? Une attaque de train où un mec se bat à coups de morph toxique contre un autre mutant qui est une virus humaine. Bon. Oui, bon. Admettons, allez, on attaque l'issue 2, c'est parti. Ça y est, la logique a définitivement quitté ses pages. C'est officiel. Par contre, on est face à un nanar. Mais un bon nanar, parce qu'un nanar qui s'assume. Donc je me dis, allez, continuons, voyons ce que ça donne. Et à l'issue 3, j'ai totalement décroché. Pas parce que le dessin ne me plaisait pas, mais effectivement, c'est verbeux. Il y a beaucoup de choses à lire et comme je vous l'ai redit encore, je maîtrise pas encore la langue comme je le voudrais. Mais ouais, je pense que j'y reviendrai. Mais quand j'aurai plus de niveau en anglais pour vraiment comprendre toutes les... Ou s'il est traduit en français, franchement, je me prendrais bien le tome 1, histoire de voir tout ce que ça dénonce, tout ce que... Mais encore une fois, peu de chance. Il y a peu de chances que ça sorte en France. Ouais, je suis totalement d'accord. Quoique, avec la sortie du film. Avec la sortie du film, c'est quand même, je crois que c'est Peter Dinklage qui fait le Toxic Avenger, et Elijah Wood qui fait excellent. Elijah Wood qui fait l'antagoniste. Il y a peut-être moyen de surfer sur le truc et d'avoir un comics ou une petite parution. Mais il si n'est pas déjà sorti le film? Alors s'il est déjà sorti, franchement, j'ai loupé ça. On ne m'a rien dit. Oui, il est sorti. Et personne ne me dit rien. Ça fait du bruit visiblement. Il est sorti... Il y a 5 ans. Ah ouais, d'accord. En 2023. Non, d'accord. En 2023, il est sorti dans un festival, mais sa sortie officielle aux États-Unis, c'était le 29 août 2025. D'accord. Et je pense qu'il ne sortira pas en France. Et ben c'est bien dommage. Donc le comics aura peu de chance. Donc le comics aura très peu de chance de sortir. À moins qu'il sorte sur Netflix ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait. On peut avoir de bonnes surprises. Et pour remettre une pièce sur Toxic Avenger, il a fait la BO du Silent Jenny qui est sorti. Exactement. Voilà. Mais ouais, donc pour revenir sur ce comics, j'y reviendrai, mais quand je maîtriserai un peu plus la langue. Parce que les pages sont fouillis, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup... en fait, ça grouille, c'est exactement ça. Les pages grouillent de mutations, de végétation mutante, encore une fois, voilà. Mais encore une fois, j'y reviendrai.
Bah après, si ça vous intéresse, si la morve ne vous a pas rebuté, c'est seulement en 5 issues. Donc, moi j'adore parfait. la morve, personnellement. Moi j'aime bien les champis. Ouais. Enfin, pas spécifiquement sur les gens, mais. Voilà. Ah non, T'aimes pas les mycoses. s'il vous plaît, c'est mon premier podcast. Soyez gentils, s'il vous plaît. En tout cas, bon, alors, c'est un comics qui vaut le détour, au moins par curiosité. Ouais, Ça exactement. grouille Exactement, de verrues, ça grouille de textes, donc à conseiller pour les âmes sensibles qui n'ont pas peur de se salir un peu les mains. Gunpowder Prophet, il y a que Batman qui est un peu pour on est dans la finesse ce soir. Voilà. Hein. Non, mais c'est bien. C'est aussi comme ça qu'on renouvelle un peu. En renouvelant l'équipe, on renouvelle aussi les différentes Les propositions. les propositions qu'on a. Moi aussi, quand je serai chroniqueur, j'ai des trucs pas sales, mais des trucs un peu nuls qui, je pense, peuvent être sympas. Mais toi, t'es trop bon présentateur, tu chroniqueras plus jamais. Bon, tant pis. Moi, j'aimerais bien savoir ce que t'en as pensé. Je l'ai pas lu. Mais bon. J'ai lu le premier, issue Et pour alors voir un peu à quoi ça ressemble. J'aimais bien la dynamique entre les personnages, mais je suis d'accord avec vous, c'était un peu fouillis. Ouais. Ça allait un peu dans tous les sens. Mais par contre, voilà, suivre une bande d'outcasts qui vont Bouya. qui essaye dont un syndicaliste qui veut complètement détruire son ancien taf, ça me parle. À qui ça ne parle pas aussi. À qui c'est vraiment surtout que je crois qu'il envoie un train direct exactement directement dans l'usine et ça explose Ouais. et ils sont tous là en mode bon, je crois que Et là, c'est fait. on va pas juste se faire arrêter, ça va être la cour martiale, un délire comme ça. C'était plutôt drôle. Après voilà, j'ai pas eu le temps de continuer, mais c'est pas le truc sur lequel je me serais tourné, mais j'étais content que tu l'aies proposé parce que ouais, c'était plutôt sympa. Puis voilà. Bah, sur ce, je pense qu'on peut terminer cette longue partie sur les revues. Terminons. Ok. On passe à la suite. Avant d'entamer la seconde et dernière partie de cette émission, une page de publicité. Oh pardon, mais à chaque émission je le fais. Évidemment. Et bah là, c'est la page de pub pour nos réseaux sociaux. Donc pour ne rien louper de nos actualités et de la sortie de nos prochaines émissions, bah déjà abonnez-vous à tous les flux de podcasts. Hein. On est partout sur Spotify, des Deezer, Pocket Cast, tout. Donc abonnez-vous. On est sur Blue Sky, @comitoutcastvhs.bluesky.social. On est sur Instagram, @comicspodcast. On est aussi sur Facebook, je crois encore, je sais pas. Le Bouya Comics Club, Bouya mais Comic qui Club. n'existe plus tellement, je crois. Ouais, il est plus trop actif. Ouais. Non, je pense que le mieux pour nous suivre, c'est vraiment d'aller sur le Discord, qui est en lien dans la description ou dans nos bios sur les réseaux. C'est vraiment une communauté très sympathique. On papote des dernières sorties, on organise des petits jeux et souvent des sorties que ce soit dans des comic shops le week-end. On a un club de lecture. Et ouais, exactement, oui, c'est vrai. On a un club de lecture et ce mois-ci, on doit lire. Oh, putain, j'ai oublié, c'est terrible. La semaine dernière, c'était Martian Manhunter. Les fables du roi des aulnes de Juniba, puisqu'on a un contrat avec lui, donc on est obligé de lire de Juniba. Chaque fois qu'il sort un truc, on le lit dans le club de lecture. Il est je raccroche avec lui. On te rappelle, Johnny, pas de souci. Et vu que je parlais de sortie, ça peut être l'occasion aussi de se retrouver, par exemple, à l'une des fêtes interconnectées de la bande dessinée. Parce que petite actu comme ça que je case au milieu. Exactement. Mais, c'est quoi ? Ça remplace un peu Angoulême parce qu'il n'y a pas d'édition d'Angoulême cette année. Exactement. Et du coup c'est plusieurs petits agrégations de salons qui aura lieu dans plusieurs villes en France. Il y en a à Bordeaux, il y en a plusieurs à Paris. Il y a une bonne dizaine de villes. Ouais, il y a Toulouse, Strasbourg, Bruxelles. Il va y en avoir aussi à Angoulême. Ouais. C'est organisé par le collectif Girl Cut, dont on doit la chute du FIBD et de Franck Bondou. Donc des gens bien. Et à Paris, il va y en avoir un. Alors la date, c'est le dernier week-end de janvier. Ouais. Comme le festival. Comme le festival, ouais. C'est vraiment là pour le remplacer, en tout cas pour cette année. Temporairement. Et à Paris, ce sera au Grand Control.
Oui, c'est ça. Donc moi je pense que j'y mettrai un pied. Et c'est vrai que c'est une idée, on pourrait y aller. Ouais, c'est bien, Donc, carrément. carrément. Donc si vous avez Ouais, envie de là-bas. nous rejoindre et de qu'on se fasse, qu'on se voit tous là-bas, bah, rejoignez notre Discord pour savoir quand est-ce qu'on y sera. Dernier arrêt obligatoire, je vous parle de notre Patreon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un site qui vous permet de nous soutenir financièrement via une petite contribution ponctuelle ou mensuelle à notre label Vaisseau Hypersensas. Tous vos dons bénéficient à tous les podcasts du label VHS, donc en soutenant Comics Podcast et Croissant Podcast. Vous soutenez également Le Défaussé, qui parle de jeux de société, le podcast de fiction La Cartographie des Chimères, ou encore le Drôle de jeu et 6388, qui vous ouvrent respectivement les coulisses du jeu de rôle grandeur nature et de la création de jeux de société. Donc voilà, donc sans parler en plus de toutes les émissions qui ont été produites par le passé. Grâce à vos dons, vous nous aidez à garder notre indépendance, à acheter du nouveau matériel quand on en a besoin, et d'organiser des événements avec vous. Et en échange, vous avez accès à du contenu exclusif, vous pouvez participer parfois à des concours, et ou même parfois participer à notre émission à nos côtés. Bref, n'attendez plus, allez jeter un coup d'œil à notre page patreon.com Vaisseau Hypersensas. Et parlez du podcast autour de vous. Oui, c'est très très important. C'est comme ça que c'est ça qui nous motive le plus, c'est de savoir qu'on est écouté par autant de personnes. Cette page de réclame est terminée. Maintenant, on va passer par notre dossier Focus. C'est le Focus. Bon, alors je le rappelle pour les nouveaux auditeuristes qui peut-être nous écoutent pour la première fois. Soit on va faire un hors les bulles, donc on va parler d'adaptation de comics, mais qui n'est pas du comics. Ou alors on va parler d'un focus. On va se focus sur une œuvre entière, terminée, parce qu'on considère qu'elle est importante dans l'histoire des comics ou parce qu'on l'aime bien. Et quand c'est les deux, c'est encore mieux. Ce soir, on va parler de Batman et Robin année 1, qui a commencé en 2024, qui s'est terminé en octobre dernier au 12e numéro. Et je me tourne vers Saïd. Donc je te pose tout de suite la question. Des comics Batman et Robin, il y en a des tas. Pourquoi celui-là en particulier, il est bien? Et pourquoi on l'a choisi comme focus? Parce que c'est une masterclass. Alors pour rentrer dans le détail, c'est par Mark Waid et Chris Samnee que vous avez peut-être déjà probablement lu sur leur run de Daredevil, puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble. C'était d'ailleurs un excellent passage de l'histoire de Daredevil. Et coïncidence rigolote mais qui n'en est peut-être pas une, et comme un fameux Batman Year One, on a du coup un duo qui a fait ses premières armes sur Daredevil avant de passer sur notre justicier encapé de Gotham. Et ça tombe bien parce que justement, moi, mon hypothèse, c'est qu'on est un très bon auteur de Batman quand on s'est entraîné sur Daredevil. Mais c'est ma sensibilité aussi qui explique cela, dans le sens où je kiffe les Batman un peu humains et qui vont se fight contre la pègre plutôt que des grands super criminels. Et la pègre, on en est bien servi dans ce Batman and Robin Year One. Ça va être nos antagonistes principales. Par quoi je pourrais commencer? Peut-être le style visuel. Ouais, en fait j'ai un gros truc à dire sur le style visuel, déjà puisque j'aime beaucoup le style de Chris Samnee. Il fait tout ça au pinceau. Genre ça se voit, c'est très très rond. Et surtout, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir un Batman qui se déroule avec un très joli jeu d'ombre et de lumière. Alors l'ombre, c'est assez facile, on fait ça avec de l'encre noire. Et, et la lumière, là pour le coup, ici elle est traitée majoritairement en bichromie. Il y a une grande partie des planches, elle se base sur deux couleurs assez proches, parfois complémentaires, mais pas toujours. Et il y a une théorie des couleurs très
très très solide, dans le sens où bien éclairer la tenue de Robin, c'est un peu un challenge. Hein. On est quand même sur 3 couleurs bien criardes et facilement distinctes entre le jaune, le vert et le rouge. Et pourtant, ça ne pique pas les yeux une fois en case dans un univers lumineux, justement parce qu'en fait, c'est pas vraiment toujours du rouge ou du vert qui est utilisé, c'est des jaunes très adjacents, très très proches. Et comme l'éclairage est fait d'une couleur unie, le mélange fait que ça trompe suffisamment notre œil pour qu'on se dise elle est bien verte cette botte de Robin et elle n'est pas juste un jaune anis. Non, je pourrais t'écouter parler de couleurs. C'est trop bien. Constamment. Passionnant. Vous avez bien fait d'inviter une peintre en bâtiment. Je ne fais que les façades. Non, je rigole. Et quelle façade? Quelle façade? Franchement, c'est j'ai refait la mienne et j'en suis très fier. Et en ce qui concerne l'histoire, du coup, j'aime beaucoup. C'est un Batman très humain quand même. Enfin, le gros sujet, c'est pas, il n'y a pas tant d'action que ça en fait sur les 12 issues, pardon. C'est beaucoup justement la relation entre Batman et Robin. C'est bizarre. Qui aurait pu s'en douter parce que c'est quand même dans le titre. Mais c'est un peu quand même intéressant d'avoir un Bruce Wayne inquiet de l'avenir de son rejeton adoptif et que ce soit aussi bien dans les moments où il désapprouve un peu le jeune Dick Grayson parce que très jeune, très énergique et que c'est tout un sujet dans les premières issues, mais ils ont du mal à se reconnaître malgré le fait qu'ils aient tous les deux perdu leurs parents dans de tragiques circonstances. Le fait de les voir nouer un lien et de se rapprocher, parfois se dire les choses sans qu'elles soient agréables, ça donne du corps et c'est très touchant. Moi je me rappelle, je ne sais plus dans quel issue c'est vraiment un truc spécifique de Robin, c'est quand Alfred vient lui parler en lui rappelant que c'est l'anniversaire de la mort de sa mère, enfin que c'est l'anniversaire de sa mère, mais que vu qu'elle est morte, c'est pas vraiment son anniversaire. Et cette scène-là m'a vraiment mis, sincèrement, la larme à l'œil. Ils étaient un peu vitreux quand même. Mark Waid, il a vraiment touché vraiment le point qui fait que de cette relation entre Batman et son premier Robin, quoi. Et justement, ça me surprend pas parce que son Daredevil, c'était un Daredevil très humain, aussi en proie à une sacrée dépression. Mais quand t'es Daredevil, c'est un peu un lundi matin la dépression. C'est ça, exactement. Et même, il y a également les moments où on voit notre fameux Batman très fier de son petit Robin qui sauve d'autres petits enfants d'un incendie. Enfin, vraiment plein de choses et juste le plaisir d'avoir un Batman humain, d'avoir des ennemis humains. Et d'ailleurs, les ennemis, il faut qu'on en parle parce que justement, notre grand méchant, c'est... c'est un duo un peu, c'est Two-Face qui chapeaute un peu le truc. Alors, je parlais du méchant humain. Ok, du méchant humain. Comment il s'appelle? Non, mais c'est le général Grimaldi. Grimaldi. Et alors moi je me trompe peut-être, mais c'est pas un méchant original. Genre je l'ai pas vu avant. Le nom me dit rien non plus. Hein. Ouais. Et puis visiblement il revient d'un exil, je sais pas quoi. Dans un pays d'Amérique du Sud. Ça faisait longtemps qu'il était pas à Gotham et tout ça. Il revient. Il est pas content. Et du coup, un petit méchant original, très intéressant parce qu'il nous vient avec son papa en fauteuil roulant. Et pourquoi c'est si important qu'il ait son papa en fauteuil roulant? Parce que ça met un peu en relief aussi la bonne relation que vont développer Batman et Robin, parce que le général Grimaldi, il a visiblement des sacrés daddy issues. Non, ça va, non? Ouais. Il est terrible avec son père, c'est horrible. Oui, c'est vrai que qui n'a jamais pensé mettre son père en fauteuil roulant au bord d'un building du dernier étage? Il lui fait prendre l'air, il le dit lui-même. Non, oui. Quelle horreur. Et puis il lui fait servir son plat préféré alors qu'il peut plus manger en fait, donc il le regarde comme ça. Voilà. Et il a beaucoup de reproches sur le fait d'avoir reçu une éducation très stricte et que son père le désapprouve et finisse par l'envoyer à l'armée, ce qui justement sert à mettre en relief aussi les réussites de Batman, puisque là sa plus grande réussite c'est pas combattre le crime, mais c'est être un bon papa. Je commence à manquer de salive, si vous pouvez me relayer. Ouais, alors vous parlez de relation père-fils. Alors c'est marrant, moi j'ai vu vraiment une relation un peu fraternelle entre eux où ils se disent les choses en fait.
Enfin, je sais pas, dans une relation père-fils, le fils a souvent du mal à dire les choses à son père. Là, je trouve que Robin, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, en fait, et à... J'ai l'impression qu'ils grandissent un peu l'un l'autre parallèlement, en fait, tu vois, tout au long de l'histoire. Alors, effectivement, ils grandissent en tant que père et fils, peut-être, mais moi, je voyais un petit côté fraternel. Enfin, peut-être, c'est juste ma vision du truc, peut-être, mais... Moi, la vision que j'ai de la relation entre Bruce Wayne et Dick Grayson, c'est justement... C'est cette relation père-fils qui est un peu aussi fraternelle aussi. Ouais, parce que finalement, c'est à la fois son père et à la fois son grand frère. Ouais, parce qu'ils ont vécu quand même vraiment exactement la même chose, tu vois. Ça aurait pu être des frères qui ont perdu leurs parents, quoi, tu vois. Enfin... Exactement. Bon, enfin voilà. Mais moi, je trouve que c'est parfait de bout en bout. Ça se tient en 12 issues, c'est magnifique. Urban nous a fait une édition qui est absolument sublime. Magnifique et. Le dos toilé, ça le fait dos tout, toilé rouge, là, comme les Tintins. Moi, j'avais les Tintins, les vieux Tintins de mon père qui étaient dans le dos toilé rouge comme ça. La couverture est c'est pas brillant, c'est mat. Ouais, alors oui, c'était ça. Bien. Matt, c'est mon prénom. Et puis, il y a un petit côté rétro dans le dessin aussi, un peu à la Darwin Cook. J'allais dire Darwin Cook, ouais. Samney, moi c'est vraiment j'achète à chaque fois quoi, c'est magnifique. Moi je trouve que vraiment ça nous raconte, il y avait eu donc Batman année 1 qui est une histoire parfaite de Batman. C'est de Frank Miller ça? Ouais, Miller et voilà, Dave Ziegler. Et donc qui avait fait un gros passage sur Daredevil. Et là c'est pareil, c'est l'histoire ultime de Batman et Robin. Enfin un début d'histoire de Batman et Robin. Voilà, pour moi, c'est l'histoire qu'on doit prendre en compte si tu veux lire de Batman et Robin. Le début, c'est ça, quoi. Ouais. C'est vraiment, il y a tout là-dedans. Il y a le côté sombre de Gotham. Il y a effectivement le côté de la mafia qu'on voit finalement assez peu dans les Batman récents. Tu vois, il y a pas de gros méchants. Si je disais, il y a effectivement deux gars qui chapeautent un peu. Un peu comme année 1 où on a Catwoman sur le dernier chapitre. Ouais, exactement. Ça avait aussi un peu l'ambiance d'un long Halloween. Où c'est beaucoup, même si on a plus les ennemis qu'on connaît de Batman mis en avant, c'était quand même beaucoup une histoire d'enquête autour de la pègre à Gotham, justement. Ouais. Et dans ce sens-là. Ouais. Et c'était comme ça que je le ressentais. Puis là, Clayface, c'est pas un personnage qu'on voit non plus tous les 4 matins. Hein, et il est super chouette. Vraiment, ça. Non, moi, c'est un truc qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, je pense. Vraiment. C'est en 2 tomes. Donc, le deuxième tome sort chez Urban. J'ai l'info. Donc, les 6 premiers numéros, ils ont été compilés dans un premier volume chez Urban, dans la collection DC Collection, pour 20,50 €. Le second volume, pour le même prix, il sortira le 20 février en France. Et à la même date, ils sortiront aussi une intégrale en noir et blanc pour 39 €. Ah, waouh, en noir et blanc, ça peut être très cool aussi. Alors, je vais me permettre un truc. Le noir et blanc, c'est sympa. Mais tout le récit, à mon sens, vaut la couleur, en fait. Si le noir et blanc, bon, pour les complétistes ou vraiment pour la puissance du trait de Samney, qu'on peut aussi voir sur la série Fire Punch, si vous l'avez pas lu, je vous la conseille. Fire Power, pardon. Ouais, Fire Punch, c'est le manga. Désolé. Oui. Et donc, pas de manga sur Fire Power. Et donc du coup, on est dans Manga Outcast ou quoi? Ah ouais, hors de question. Le coloriste, c'est Mateus Lopez. Ouais. Et bien rien que pour la couleur, moi c'est une rosta en ce moment. Il fait tout. Hein. Absolute Martian Manhunter. Tu marches trop tes mots. Mateus Lopez, ouais, il est trop fort. Mais ça se voit. Impeccable. Ouais, c'est moi, ça m'a fait penser sur 2-3 cases à la série animée, quoi. Ouais, totalement. La voiture qui explose, après, bon. Non, on parlerai quand. Vas-y, c'est ton tour. Hein, moi, je vais plutôt vous lire la chronique que j'ai écrite. Moi, encore une fois, Mark Waid m'a eu. Hein. Tout de suite. Mais je vais vous dire exactement le moment exact. C'est à la case 4 de la première issue. Mark Waid m'a eu à la case numéro 4, quand Bruce Wayne avoue à Alfred qu'il n'a aucune expérience en tant que parent. J'ai la case sous les yeux. Ouais, alors, est-ce que je sais que c'est pas trop radiophonique, mais est-ce que vous voyez le visage de Bruce Wayne
quand il regarde Tim Drake, enfin c'est pas Tim Drake, c'est Dick Grayson, pardon, en train d'étudier, c'est pas un regard c'est de l'inquiétude, mais c'est de l'inquiétude paternelle. Moi je le ressens comme ça, en tout cas si vous avez un avis autre, je suis totalement disposé à l'entendre, et au contraire je le recherche. Mais c'est quelqu'un qui s'inquiète et qui doute d'avoir est-ce qu'il a bien choisi un jeune garçon pour aller en croisade contre des meurtriers ventriloques, des braqueurs énigmatiques, un clown prince du crime, quoi. Genre oui, bah écoute, je peux déjà faire ça bien tout seul, mais pourquoi est-ce que je fais pas une connerie, en fait? Ouais, il est hyper conscient de sa responsabilité de prendre ce petit avec lui, quoi. Donc ouais, moi j'ai lu que les 6 premières issues, et c'est ce qui m'a marqué vraiment dans ce comics, c'est le pilier de cette histoire, c'est la relation c'est pas la relation entre Batman et Robin, c'est la relation entre Bruce Wayne et Dick Grayson. Et ça tient à des détails qui, à mon sens, font toute la beauté du récit. C'est par exemple, on a une case où Dick Grayson, ancien artiste de cirque, ayant perdu ses parents dans un accident de trapèze, ne trouve rien de mieux d'autre à foutre. Oui, pardon. Un accident, on les a aidés à tomber. On est d'accord, merci. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie de Batman, ne trouve rien d'autre de mieux à foutre que de faire du trapèze entre les lustres du manoir Wayne au moment exact où la conseillère, je crois que c'est d'adoption, vient rendre visite. Et là, et donc la visite se passe, etc. Et vous voyez dans une case où Bruce Wayne serre le poing de colère, en mode putain, con de gosse, quoi. con de gosse. Voilà. Et Dick Grayson qui lui tire la langue. Mais voilà, moi c'est des détails qui, dans un récit comme qui traite sur la filiation, la recherche de paternité, fait toute la pour moi font toute la différence. Le regard du Robin quand ils sont sous l'eau, que Batman a le pied coincé dans un conteneur, et le conteneur coule, mais c'est pas n'importe quel conteneur, c'est le conteneur des docks du Havre, et on voit le regard paniqué du gosse, et Batman qui lui fait un laisse je gère, mais pas un laisse je gère confiant, un laisse je gère de colère. Moi c'est sur ça que Wade m'attrape dans ce genre de récit, c'est sur les côtés humains, en fait, de nos héros, nos super-héros. Pareil, je reviens sur ça, c'est sur Saïs qui disait ça, c'est le sourire de Batman quand Robin sauve 2 gosses d'un immeuble en flammes. C'est une case qui fait, allez, je vais dire une bêtise, qui fait 5 cm sur 5, et on voit toute la fierté dans le regard parce qu'ils sont masqués, donc juste dans les petits traits blancs pour les yeux, et dans le sourire du Batman envers son Robin. Et juste avant, tu vois, alors que je crois qu'il est que de dos, tu le vois paniquer. Ouais, exactement. Alors qu'il est de dos, tu vois même pas son visage. Non. Et moi, cette case m'a fait penser un peu à un petit côté méta, au fait que, genre, une maison qui explose, que ça soit lié à Jason Todd. C'est ça. Et j'ai trouvé ça très malin. Oh. Alors ouais, parce que j'ai des références. Je sais plus dans la chronologie qui. Alors Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne, et entre Tim Drake et Damian Wayne, il y en a d'autres que je connais pas. Et alors rappelez-moi celui qui se fait. C'est Jason Todd. Ok, donc on n'est pas encore sur le. Non. Il le sait pas encore. Voilà, parce que si on avait moi je me suis dit, s'il avait vu ça après avoir perdu son Robin tué par le Joker, ouais, là ça aurait été le réveil d'un trauma. Mais encore une fois, ouais, c'est sur ces choses là que Mark Waid et Sam Neill m'ont attrapé. Puis le dessin, quoi. Le dessin, la course poursuite en Batmobile, le mec qui balance une grenade sur la Batmobile, les effets de flamme quand ça explose, la peur dans le regard du gosse qui se dit bon, tabasser des méchants c'est bien, rentrer en vie c'est mieux. Puis il y a surtout la terreur du Robin, parce que ça on n'en parle pas, mais c'est un truc qui encore saute aux yeux, du méchant peut-être final pour cet enfant, le système scolaire américain. On en parle un moment, parce que le Batman qui lui fait bon, je suis super content de ta mission, ouais, t'inquiète pas Batman, j'ai géré, super Bruce, ouais, bah au lit parce que demain il y a école. Fin d'issue. Oui. Début d'issue suivante. Et début d'issue suivante, ouais. 5 minutes il a tenu. Ouais, il a même pas 1 heure, je crois. Mais
excellent. Enfin, ouais, Mathieu disait que ça a la place dans votre bibliothèque. Ouais, puis ça se relit. Ouais. À chaque fois que vous allez ouvrir une page, vous allez découvrir quelque chose. Moi, je l'ai offert à un pote qui vient d'avoir un fils. Bah, c'est parfait. Ouais. Bah, il me fait franchement, bravo quoi. Oui, bah, en espérant que tu sauves pas la ville de Paris avec lui, quoique. Mais ouais, donc encore une fois, une excellente lecture à lire et relire pour la qualité du bouquin pour 20 €. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça de loin, je me suis dit, tiens, le label 619 on récupère les droits de Batman, pas mal. Non ouais, ils ont fait un super boulot et puis l'édition colle hyper bien avec l'histoire, avec le style graphique, avec tout quoi. Enfin c'est vraiment super taf. Bravo. Lisez Urban. Batman et Robin Year One, c'est génial. Ouais. Si je peux rajouter ma petite pièce, parce que moi, je l'ai lu entièrement aussi, et c'est moi je suis pas un très grand connaisseur de Batman, mais ce que j'aime le plus dans Batman, c'est la Bat Family. Ouais. C'est quand Bruce Wayne est un daron et doit jongler avec toute sa famille. Donc voir un Batman qui est pas encore habitué à être un daron. T'as une punchline d'Alfred sur ça qui est mémorable. Qui est très très drôle. Ouais. Et je sais plus laquelle, mais toutes les punchlines d'Alfred sont très très drôles. Mais oui, parce qu'en plus Alfred en fait il s'occupe de deux gosses en fait. Exactement. Parce que, tu vois, il s'occupe du petit Robin et de Batman qui est finalement pas terminé en fait. Je crois qu'à un moment il dit littéralement à Bruce, mais c'est pas mon fils. C'est pas à moi de m'en occuper. C'est pas à moi de m'en occuper. Il y a un truc dans ce genre-là, ouais. Et mais ça, et puis et en fait tu vois aussi que c'est un Bruce qui est quand même un peu violent, qui est pas encore totalement apaisé. Non. Du coup c'était intéressant quand même d'avoir le parallèle entre le Batman d'aujourd'hui qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein dans sa relation avec ses enfants, parce que c'est littéralement ses enfants, et là où vraiment il est hésitant, il sait pas comment gérer, et parfois des fois il craque. Enfin tu vois, quand il est en Batman il est pas sympa. Bah t'as un moment où effectivement il va alors plus tard dans le récit il va sauver Robin, mais avant il y a tout un travail d'enquête avec le colonel de l'armée qui a engagé des sbires, etc. Et il dit ce soir Robin ne viendra pas avec moi. Et en fait on sent que le Batman devient limite vraiment le super-héros. Il arrive, il explose tout le monde. Et à la fin, il fait au général, t'as pas compris, t'es dans ma ville. Donc, à un moment, le seul à qui t'as à rendre des comptes, c'est moi. Voilà, Batman. Sans Robin, sans personne. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a énormément de haine. Ouais, et tu vois qu'en fait, l'arrivée de Robin, et de Dick Grayson en particulier, qui est solaire, qui est ce garçon complètement qui sort d'un cirque, qui fait des cabrioles dans tous les sens, ça l'empêche de garder son sérieux qu'il espérait, mais au final ça lui permet de reprendre goût un peu à la vie aussi, quoi. Ça se voit que ça lui fait un bien fou. Et puis Dick Grayson il est tellement drôle, il est génial. Toute l'intrigue autour de l'assistante sociale, c'est génial, au point que je me suis demandé si Alfred qui court le réveiller, lui fait écoutez, maintenant vous avez pas dormi de la nuit, dépêchez-vous. Qu'est-ce que je suis fatigué, j'ai pas dormi de la nuit. Et Alfred qui est derrière qui dit mais non mais sérieusement, là vous allez prendre une douche et vous venez tout de suite. C'est des trucs auxquels j'avais jamais pensé, mais est-ce qu'il y a eu des assistants sociales ou assistants sociales qui sont venus à chaque fois qu'il y avait un nouveau gamin qui débarquait dans le... Je sais pas si on l'a déjà vu, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je me suis renseigné justement. Il y a eu en 2003 une histoire. C'est relativement récent pour l'histoire de Batman. Qui est tournée entièrement du point de vue d'un assistant social après la mort de Jason Todd, et qui justement enquête pour savoir s'il y a eu si Bruce Wayne était un bon père, enfin si c'est pas de sa faute en fait. Ouais, parce qu'en fait c'est quand même important, parce que vas-y, il laisse un gosse avec un mec dans un manoir qui vit avec un vieux et tout, tu vois. Il y a peut-être moyen de se poser 2-3 questions. Et au final, c'est la seule histoire où il y a eu ça. C'est assez chouette. Celle-là, et je trouve ça. Enfin c'est très pertinent et c'était vraiment chouette, quoi. Donc rien de plus. Peut-être un reproche à faire, mais c'est vraiment du pinaillage. Genre, t'as dit Mathieu que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup Clayface.
Moi, au contraire, c'est un des trucs qui m'a un peu déçu, c'est que c'est le duo Two-Face et Clayface. Pour moi, qui n'est pas non plus un gros lecteur de comics ou quoi que ce soit, mais c'est des personnages que je connais bien, et même c'est un duo que j'ai déjà vu même dans la dernière série d'animation qui est sortie. Je sais plus, c'est Brave and Bold, je crois. The Brave and the Bold. Ouais, je sais plus. Non, la dernière série animée là, Ouais. Cape Crusader, non? Oui, c'est ça, Cape Crusader. Où pareil, il y avait ça. C'est vrai. et qui avait un peu ce style aussi, un petit peu. C'était un gros hommage. Batman des années 50, truc. Donc ça m'a fait un peu. Ça a eu un petit côté redondant, mais en même temps, c'est du année 1, donc forcément, il faut reprendre les personnages classiques. Les bases. On voit pas une grosse cohérence entre les deux persos en fait. En vrai, tu vois, on se demande un peu ce qu'ils foutent ensemble. T'en as un qui clairement utilise l'autre, tu vois, mais enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a pas une très grosse alchimie entre les deux méchants. Enfin, oui, c'est peut-être un peu le petit truc qu'on peut redire, quoi. Mais en tout cas, enfin. Grimaldi, je me suis renseigné, c'est vraiment un personnage qui a été créé pour ce comics et il est hyper intéressant. Ouais. Oui. Ouais, il y a des. Et t'as raison, j'avais pas du tout fait le parallèle avec le fait que lui, il a une relation avec son père et du coup que ça fait un parallèle sur Batman et c'est vachement malin. Bah, en termes d'écriture, c'était un peu le truc facile à avoir aussi. Genre, même dans le fait qu'il ait des reproches à faire à son daron sur sa rigidité. Bah, là, ça me semblait quand même un peu évident d'être là. Oui, bon, un contrôle fric comme Batman qui tombe sur un gamin qui sort d'un cirque, quand même. Faut le rappeler. Hein, on peut difficilement faire plus opposé. Ouais, voilà. Et je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, ce personnage est un excellent enquêteur. Hein, oui. Puis quand tu vois Grimaldi rajoute une moustache à Bruce Wayne, bon, il y a quand même certaines similitudes aussi. Hein, ouais, c'est vrai. Dans le trait physique, etc. Hein. C'est vrai, ouais. Bon, c'est un mec baraqué avec des cheveux noirs, juste avec une petite moustache, quoi. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Vous êtes sûr? Ouais, t'as autre chose, non? Un dernier truc? Dernier mot? Il y avait alors, juste un truc rigolo que j'ai remarqué, c'était en lisant justement le Batman de 2005, il y a quand même et je ne sais pas si ça a été influencé par ce Batman and Robin Year One, mais t'avais un personnage qui faisait une remarque à Bruce Wayne en mode c'est bizarre, mais tes gamins ils reviennent régulièrement avec des bleus. Ouais, c'est ça. Ouais, elle lui dit mais. Ben oui, c'est quand même bizarre, quoi. Bah, c'est pas le mec de Dick Gray. Tim Drake. De Tim Drake. Je crois que dans la continuité, il est bi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, on le voit là dans la série de Fraction. De Fraction, oui, justement, il lui dit merci pour les fleurs et il se casse. Ouais, il lui dit attends, faut que je te parle. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Bernard, je crois, non? Il s'appelle pas Bernard? Il s'appelle Bernard. Le nom m'avait surpris, mais je crois qu'il s'appelle Bernard. C'est très probable, mais je trouve ça très très drôle. Et ça me fait, c'est trop marrant parce que moi j'ai un collègue qui s'appelle Bernard et du coup quand j'ai lu le truc, j'ai vu mon collègue en fait et ça collait pas du tout avec. T'as vu ton collègue avec Tim Drake, d'accord. Exactement. Ce serait très bizarre hein, parce que vraiment mon collègue est beaucoup plus âgé. Bref. Et si, un passage que j'ai adoré, mais c'est comment Dick Grayson, c'est un petit filou quand même. Genre avec le bully à l'école où il réussit à faire passer le fait qu'il a des bleus justement pour un truc du système scolaire et absolument pas parce qu'il a un père adoptif qui l'envoie combattre des criminels tous les soirs. Il provoque le bully là, qui vient lui mettre une droite, c'est très marrant. Et il dit mais vous voyez bien quand même que... Je sais moi la victime enfin, vous voyez pas il arrive à se faire taper devant l'assistante sociale. C'est très fort, c'est très très fort. Donc sur ces mots, en se faisant attaquer devant son assistante sociale, c'est là que je vous propose qu'on arrête l'émission. Ah ouais, vous êtes sûr? On arrête ? Allez, c'est parti. Appuie sur le bouton. Très bien. Et sur ce 256e épisode de Comics Podcast est terminé. Side, Mathieu, Nate, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, merci à vous. Ouais. Side, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, moi j'ai un Insta, c'est elys.sid, Elys avec un Y, ELYS.SIDE. Voilà. Là-dessus, je suis pas encore très actif, mais j'ai surtout posté les gravures que je fais. Trop bien.
Et puis t'as aussi le site de ton atelier aussi. Exactement, noirpastel.net si vous voulez acheter soit mes créations, soit celles de mes collègues, parce que j'ai de la chance, c'est que je ne traîne qu'avec des gens talentueux, que ce soit pour des podcasts ou de la création artistique. Merci. Merci. Ouais. Et c'est tout. Hein. C'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Mathieu, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, on me retrouve sur le Discord principalement pour animer le tant bien que mal le club de lecture où j'essaye de faire un peu rigoler les gens avec des petites citations de temps en temps. Des slogans publicitaires, voilà. Sinon, je suis sur Blue Sky avec Ramouche, El Ramouche, je sais pas quoi, Bluesky. Très bien. Point quelque chose. Et toi, Nate? Alors moi, je n'ai pas de réseaux sociaux. Eh bah très bien. Bah peut-être qu'on pourra te retrouver sur Discord. J'espère sur Discord et pour pouvoir parler encore plus comics, peut-être de manga, peut-être même de BD franco-belge. On a des chats qui parlent BD, de ça. et de manga. Hein. En franco-belge, on a un Batman par Marini, hein, donc. C'est vrai. Effectivement. Et bah très bien. Moi, vous pouvez me retrouver sur le Discord et sur Blue Sky, @ktuktu. Et voilà. Comme on l'a dit, le Discord. Et je vous avais promis une surprise. Une annonce. Une annonce. C'est quoi? Surprise. La surprise. Même toi, tu sais pas. Non, je sais rien. Attends, moi, Eh bien, c'est l'annonce des Bouilladors 2026. Sérieux? Et oui. Et ouais. Eh ouais, c'est Trop classe. Les Bouilladors 2026, ce sera le 21 février. Le 21 février. Où ça, on ne sait pas encore, on va vous dire ça très bientôt, mais déjà vous pouvez voter avec le lien qui sera fourni dans la description et aussi qui sera aussi fourni sur Discord. Vous pourrez voter pour le meilleur comics VF, le meilleur ongoing, le meilleur personnage et plein d'autres catégories. La meilleure blague d'intro. La meilleure blague d'intro. La meilleure blague d'intro. On en a une là. La meilleure cover. Et la meilleure cover d'épisode surtout. Et c'est ça. Voilà. Donc celle que vous avez entendue aujourd'hui ne compte pas parce que là on est en 2026 et que ce sera pour tout ce qui est de 2025. Votez pour elle l'an prochain. Mais voilà, déjà on fait cette année, mais on fait déjà du lobbying. Donc voilà, bien, très bien, les Bouilladors sont de retour et on a très hâte. Et on de devrait vous y voir. normalement être assez nombreux autour de la table, on espère. Ouais. Avoir des illustres anciens qui viendront nous faire un coucou. Voilà. Sur ce, eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été là. Nate, tu reviens? Tu veux rester avec nous mais bien sûr. Cool. Bien sûr que je veux rester. Et bah, encore plein de trucs à lire. Encore un barbu dans l'équipe. Et bah, c'est nickel. Les chauves à casquette. Il n'y en avait pas assez dans l'équipe. Ah, mais c'est ma vraie coupe de cheveux, c'est pas une casquette. Mais tu vas chez le même coiffeur que Princesse Leia en fait. C'est ça, exactement. Non, elle est à la boulangerie. Je pense qu'il est temps de terminer cette émission. J'ai perdu des points de cerveau sur cette dernière blague. Les gars, vous pouvez. Toute l'équipe de Comics Podcast vous souhaite une très belle et douce année 2026. Mais oui, bonne année. Bonne année à tout le monde. Et à très bientôt sur les ondes. Plein de comics. De Comics Podcast. À plus. Très bonne soirée. Salut. Bye bye. C'était super les gars. Et les filles. Et donc maintenant, c'est là qu'on appuie sur le bouton enregistrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fin de transmission.